Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bienvenue tout le monde à la Triple Menace, cette édition du 19 février 2024. J'espère que vous vous êtes remis de toutes les activités du Super Bowl, que vous vous êtes remis en forme après avoir mangé Dieu sait combien de calories et toute cette malbouffe, mais au moins, j'espère que ça a été le fun. Petit message aussi aux étudiants, j'espère que votre mi-session qui arrive à grands pas se déroule bien jusqu'à présent et que ça va bien se dérouler pour vous autres. On est avec vous. En fait, deux d'entre nous sont avec vous, étant Félix et moi. Pour ma part... Et eux autres qui doivent se battre avec le métro à tous les jours. Écoute, cette semaine, ça a été correct, le métro. Ouais, ben, j'ai eu un train en retard qui m'a coûté du temps, mais sinon, ça a bien été cette semaine. Exactement. Le transport commun m'a pas trop fait chier cette semaine. Aujourd'hui, honnêtement, là, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai passé une journée au complet en pyjama. It's one of those days. En fait, ça a été une de ces semaines-là. Là, ouais, on survit. Toi, Félix, comment ça va de ton côté, les études, là? Ça va comme... Je sens que ça s'en vient. Je sens que c'est... Tu sais, quand t'es dans un char qui voit comme le trafic en avant pis t'es comme pas capable de freiner, là. C'est comme ça que je me sens en ce moment-là. Incapable de freiner. Puis, en ce moment, je pense à mon étude. Pendant qu'on fait ça, je pense à mon étude en même temps. Mais je quand même... Ça me donne un petit break. Puis, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui sont dans la même situation... On va essayer de vous donner... Parce que clairement, vous prenez une pause pour nous écouter. Si vous nous écoutez en même temps, vous êtes fort. Et moi, j'écoute de la musique quand on enregistre, mais écouter un podcast en étudiant, c'est autre chose. Là. Si vous nous écoutez, on va essayer au moins de vous donner un bon petit temps de pause, puis on va essayer de vous rendre ça le fun pour remonter un peu le moral dans ces moments d'études-là qui sont... C'est pas le fun. C'est pas le fun. Le moment de déni avant que le tsunami de mi-session te tombe dessus est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Je m'ennuie pas de ça. Non, exact. En ce moment qu'on enregistre, c'est le match des étoiles de la NBA qui se déroule du côté d'Indianapolis. Et à l'écran, là, honnêtement, je suis flabbergasté, là, ils ont montré Bill Murray à l'écran. Bill Murray a pris un hostie de coup de vieux. Oh oui, c'est vrai? Je savais qu'il était pas jeune, mais il est comme méconnaissable. La dernière fois que je l'ai vu il y a 20 ans dans Lost in Translation, là, je veux dire, il doit pas être jeune. Là. La dernière fois que j'ai vu Bill Murray, il était sur un stage sous-mort. Go off, King. Personne n'a la référence. Personne n'a la référence. C'était genre un spectacle d'animation où je pense que c'était même au ESPYs ou un enfant dans le genre. Faut que je retrouve ça, là, mais Bill Murray qui était complètement défoncé sur scène. C'était juste après que les Cubs l'aient emporté, en fait, emporté la série mondiale. Ouais, exact. Puis lui étant un natif de Chicago. Bref, je m'étends un peu là-dessus. J'espère que vous allez passer une bonne prochaine heure, espérons-le, possiblement juste une heure de sport avec nous. Non, mais veux-tu que je chante les factures du dernier mois, là? C'est probablement que je nous jinx encore, mais bon. On va rentrer quand même dans le vif du sujet tout de suite parce qu'on a des beaux sujets à parler avec vous autres qui sont quand même excitants. À commencer par le bon hockey de la Ligue nationale de hockey parce que on a eu des petites nouvelles du côté de Columbus. Ben, on n'a plus de DG. Écoute, à moins d'un mois de la date limite des transactions, c'est le timing. Parce que la nouvelle en tant que telle me surprend pas. C'est le timing de la nouvelle qui me surprend. La date limite, c'est un moment qui est important et tout. Puis là, les Blue Jackets qui congédient leur directeur général à 2-3 semaines de ça. J'espère au moins qu'on avait déjà prévu un plan à l'interne parce que va falloir se revirer sur un dizaine. Mais écoute, pour moi, Jarmo Kekalainen, puis Pop, je vais entendre ton avis un peu là-dessus après, mais pour moi, Jarmo Kekalainen, sérieusement, je comprends pas pourquoi il y a la réputation qu'il a. Les Blue Jackets, ça fait 10 ans qu'il est là à peu près. Kekalainen a gagné une seule série en 10 ans, 2 si on inclut la petite série dans Bulle à Toronto, le 3-5. Puis je comprends qu'il n'y a pas un marché facile à Columbus puis tout, mais j'ai jamais vraiment compris la réputation puis la mystique autour de ce gars-là qui était comme un saint et tout, qu'il fallait pas congédier rien. Puis
10 ans avec pas grand-chose, puis on m'a toujours parlé de ses grands talents de recruteur, mais les Blue Jackets ont repêché qui vraiment sur lui? Zach Werenski? J'ai toujours trouvé... Pierre-Luc il y a Dubois Pierre-Luc qui ne Dubois voulait qu'on pas a être eu, là. Pierre-Luc Patrick Dubois en Laine, là. 2016, au lieu de Mais Jesse t'sais- Puljujarvi, qui était quand même un bon Ouais. pick, mais c'est sûr que T'sais, éventuellement... ça, je suis pas en train de dire qu'il a juste fait des mauvais coups non plus, mais tu sais, Adam Fantilli, c'était le choix facile, pis tout, pis Mhm. tu sais, je sais pas, j'ai jamais compris trop la réputation parfaite autour de ce gars-là, pis on le sentait surtout avec le cas de David Jiricek cette année. Ça, on l'a vraiment échappé à Columbus, le développement. Quand tu prends un de tes meilleurs espoirs, puis tu le frustres après une couple de mois parce qu'il sent qu'il devrait jouer dans la LNH, puis il joue pas, il y avait un problème, je pense, avec Kekalainen puis les Blue Jackets. Puis je pense que c'est peut-être une bonne décision d'amener un peu de sang neuf dans cette équipe-là qui va en avoir de besoin. Puis Pop, je veux t'entendre là-dessus un peu aussi. Kekalainen, t'en pensais quoi un peu de... Ben écoute, personnellement? tu sais, on parle de David Jiricek, mais tu sais, il y a aussi Elvis Merzlikins qui avait démontré un peu de frustration qui voulait être échangé. Je pense qu'il y a aussi Cam Johnson aussi qui s'était plaint Oui. au courant de l'année passée. Puis tu vois que tout le monde marchait sur une corde à raide à Columbus. Faut aussi se rappeler que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu la débâcle Mike Babcock, parce que oui, on semble oublier qu'au début de la saison, ça fait pas si longtemps que ça, là. Mike Babcock qui devait coacher les Blue Jackets de Columbus, et le gars ne s'est même pas rendu au camp d'entraînement avant d'être cancel. Sur les résultats en éliminatoire, par exemple, oui, OK, une vraie série gagnée, mais écoute, Ça aurait été une bonne. Oui. c'était Ça en quand était même une un bonne. balayage contre le fucking Lightning de Tampa Bay qui a lancé en sorte une dynastie. Mais ça, Ah. c'était Cette légendaire. équipe-là de ce du côté. Lightning qui était quand même... parlait quand même d'une équipe du Lightning qui était historique, là. Elle venait de battre à peu près elle venait d'égaler le record du plus de victoires en une saison du Canadien puis des Red Wings. C'était pas une mauvaise équipe du Lightning, c'était une nasty d'équipe du Puis Lightning. c'est Tout ça Puis pour après s'excuser sur les réseaux sociaux après. On est désolé, c'est pas ce que on sait que c'est pas ce que vous Oui. attendez d'eux. Oh mon Dieu, ce ce message tweet légendaire, légendaire, absolument légendaire. Mais tu sais, je pense que du côté de Jarmo Kekalainen, je pense qu'il y avait juste une chose qui pouvait le sauver, puis c'était une bonne saison des Blue Jackets de Columbus, surtout après la débâcle Mike Babcock. Et là, on se rend compte qu'il n'y a rien qui marche. Encore une fois, des blessés à l'emporte-pièce. Johnny Gaudreau n'est pas Washed. le joueur qu'on pensait avoir du côté de Columbus. Patrick Laine, qui est rendu dans le programme d'aide de la Ligue nationale, il n'y a absolument rien qui lève du côté de Columbus. Et Kekalainen, un peu comme Pierre Dorion, un peu comme on l'a connu à Ottawa, c'est ce genre de bévue administrative, un peu comme le cas Evgeny Dadonov du côté des Sénateurs, qui tue carrément un directeur général, et ça prenait une bonne saison, et les Blue Jackets ne l'ont pas plus que ça. Drôle de timing, mais c'est tout qu'un changement pour Jarmo Kekalainen, qui, en passant, 11 saisons quand même pour le premier directeur général européen de l'histoire de la Ligue nationale. Je me demande à quel point, s'il va se trouver de la job ailleurs. Moi, je pense que oui. Je serais pas surpris qu'il se trouve de la job ailleurs. Et deux, s'il pourrait peut-être avoir dans plusieurs années, tu sais, une genre de place au temple de la renommée. Peut-être pas du hockey, mais peut-être en Europe, juste pour comme pionnier Ouais, peut-être. Ouais. des directeurs généraux, parce que c'était le premier européen. Puis quand même, 11 saisons comme directeur général, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça. Même Marc Bergevin, équipe. pas Non, fait ça à Marc Montréal, Bergevin non, a ça a duré des années. fait... Marc Bergevin a 10, il a fait 10 ans. ouais, c'est ça, c'était 10 ans. Petite mention sur Patrick Laine. Lui, de son côté, il doit être content, peu importe, dans le programme. Il a tout le temps du monde pour jouer à Fortnite. Sinon, pour ce qui est de la saison des Blue Jackets, Pop, tu l'as mentionné, saison un peu de misère. Au bon dernier dans la métropolitaine, avec 17 victoires, 26 défaites en temps réglementaire et 10 en prolongation. Maintenant, le poste est vacant. On a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un pour venir sauver les meubles un petit peu du côté de Columbus, puis on a une liste, une tralée de noms qui sortent. Le premier, c'est Jeff Gorton, qui est comme... Oui. C'est quoi finalement son titre? Assistant directeur général? En fait, Ah, c'est supérieur à Kent Hughes, je Ouais, pense. c'est vrai. Son vrai titre, c'est vice-président des opérations hockey à Montréal. Ouais, exact. Donc, Fait que c'est Jeff comme Gorton... au-dessus de Kent Hughes, directeur général. Ouais, exact. Jeff Gorton qui fait partie de la conversation, mais on a d'autres bons noms là-dedans. On parlait du Lightning de Tampa Bay. Mathieu Darche fait partie de la conversation aussi. On parle aussi Ancien joueur des Blue Jackets, soit dit en passant. Premier joueur passant. signé par les Blue Jackets, même. Premier C'est joueur vrai. signé Ah, par les ouais? Blue Jackets. Je savais même pas ce trivia-là, pour vrai. J'ai C'est appris le cette tout semaine. premier joueur signé par là. Ouais. Ouais, je l'ai appris cette semaine aussi avec ça. Wow. Marc Bergevin aussi. On parlait d'anciens glorieux. Ben, Marc Bergevin et Mark Hunter qui font partie de la discussion. Je sais pas. Mark Hunter, c'est quand même intéressant parce que
ça a été mentionné un peu à gauche et à droite cette semaine. Les Blue Jackets et les Knights de London ont des liens comme ça. Ouais. Il y a plusieurs liens à tracer pour les Knights de London qui sont propriétaires des frères Hunter qui lavent la Ligue de l'Ontario depuis 20-25 ans. Facile. Faut pas oublier que Monsieur Blue Jackets de Columbus, Rick Nash, a aussi joué son stade junior à London. Et aussi, Basil McRae, qui est un des propriétaires du côté de London, travaille aussi, a des liens aussi avec les Blue Jackets. Donc, il y a beaucoup de liens qui se font entre les Knights de London et les Blue Jackets de Columbus. Donc, Dale Hunter, je pense pas qu'il va partir de la Ligue d'Ontario, mais peut-être son frère Mark, ça pourrait être une option intéressante du côté de Columbus. Je vais rebondir un peu sur ces noms-là. Jeff Gorton, évidemment, on le connaît bien à Montréal parce qu'il est là en ce moment et tout. Ce qu'il faut savoir de Jeff Gorton, le fait qu'il soit vice-président des opérations hockey et non pas assistant directeur général comme les Mathieu Darche, par exemple, ou consultant comme les Marc Bergevin, ça fait en sorte que si les Blue Jackets veulent parler à Jeff Gorton, le Canadien doit être d'accord avec ça. Parce que on parle pas d'une promotion, ce serait je pense dire que c'est latéral parce que c'est une relégation. C'est comme une démotion un peu, mais si le gars il veut y retourner, probablement que il va demander au Canadien s'il peut. Mais je pense que Jeff Gorton va rester. Tu sais, Darren Dreger a lancé ça dans l'air un peu, puis il y a des liens parce que John Davidson, qui est le président là-bas, a été congédié en même temps que Jeff Gorton avec les Rangers il y a quelques années de ça. Il y a des liens à faire, c'est intéressant. Je pense pas que Jeff Gorton va avoir la permission de parler. Je pense qu'il est bien ici. Je pense que le Canadien ne voudra pas le laisser partir non plus. On sait que Jeff Molson insistait beaucoup sur le fait qu'il voulait 2 personnes dans pour diriger l'équipe. Puis je pense qu'on en a 2 bonnes à Montréal aussi. Je pense que Mathieu Darche est un gars beaucoup plus logique. Qui, évidemment, on parlait de premier joueur signé par les Blue Jackets et tout serait comme un genre de retour aux sources. Et Marc Bergevin, c'est quand même intéressant parce qu'à Columbus, on sait qu'il y a un certain Trevor Timmins qui est là, recruteur en chef. Bergevin et Timmins ont passé énormément de temps ensemble. Timmins a survécu au changement de régime à Columbus. Clairement, on semble aimer ce qu'il fait là-bas. Peut-être, tu regardes ça, les propriétaires, peut-être qu'on demande à Timmins ce qu'il en pense, s'il le connaît bien, peut-être que Timmins va vanter son ancien ami. On sait que les deux étaient proches à Montréal. T'sais, pour moi, c'est peut-être un nom qui a de l'allure. Il y a de l'allure. Je vois ça. Puis il y a d'autres noms qui reviennent souvent aussi. On verra ce que ça va donner. Mais pour moi, en ce moment, je regarde Mathieu Darche puis je regarde Marc Bergevin. Je trouve que c'est 2 noms qui sont intéressants à surveiller. Surtout une belle petite connexion québécoise aussi avec Pascal Vincent, l'entraîneur-chef. Ça pourrait être de quoi le fun aussi. Oui, bien sûr. Pascal Vincent, non vacciné aussi. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de Pascal Vincent. Hey, t'as mentionné... Ouais, Pascal Vincent, qui n'est pas vacciné, me semble. Il n'était pas vacciné pour la COVID. J'ai aucun souvenir de ça. Moi non plus, mais en tout cas, on est rentré en 2024, les affaires de vaccins, là. Non, attends un peu, j'ai besoin d'aller vérifier. Je ne continue pas l'émission tant que j'ai pas la confirmation. C'est Pascal Vincent. Non, c'est pas Pascal. C'était qui d'abord? Non, tu te manges avec quelqu'un d'autre. Jesse Ledin qui l'était pas parce qu'il avait peur des vaccins à Montréal, mais je me souviens pas de... Ah non, c'était pas Pascal Vincent. Non. C'était qui déjà? C'était où? Il a supposé... Je m'en rappelle plus, mais je m'avais entendu parler genre d'un entraîneur-chef dans ce temps-là, justement, qui n'était pas vacciné, puis un entraîneur-chef québécois. Ah non, parce que Pascal Vincent, il était avec les Mousses. Il était adjoint. Il était pas entraîneur-chef dans le temps. Oui, c'était pas lui. Bon, j'ai retrouvé ça un peu. Dans le fond, Mio est en train de se confondre avec Kirk Cousins, puis on le sait pas. ça doit être un autre entraîneur-chef chauve, mais bref, soit dit en passe. Où est-ce que je m'en allais avec ça, là? Pascal Vincent, collection québécoise. T'as parlé de Darren Dreger aussi. Petite mention sur Darren Dreger cette semaine qui a été très actif parce que, tu l'as dit toi-même, la date limite des transactions s'en vient. Puis, du côté de Montréal, on semblait être sauvé. On semblait dire que c'est fini. Pour Jacques Allen, il y avait des rumeurs qui associaient Jake Allen à l'Avalanche du Colorado. Même pendant que ces rumeurs-là, ils passaient, les Canadiens avaient parti un live et une diffusion en direct avec... c'était quoi? C'était les joueurs dans le vestiaire, puis ils se faisaient poser des questions par les différents journalistes. Et tous les commentaires, c'était « Annoncez-nous le départ de Jake Allen. Announce Jake Allen to Colorado. Dites-nous que Jake Allen est parti au Colorado. » Puis Darren Dreger qui écrit peut-être une trentaine de minutes plus tard comme « Non.
Jake Ouais. Allen ne s'en va pas au Colorado. Puis écoute, j'ai rien contre Jake Allen, le gars, puis tout. Puis tu sais, il y a quand même eu des bonnes années à Montréal, puis tout. Mais tu sais, tu regardes ça objectivement, avec 3 gardiens, tu sais, il est temps qu'il y en ait un qui parte. Puis évidemment, Allen, c'est comme le nom qui est logique. Ça aurait quand même été le fun qu'on réussisse à se départir de ce contrat-là. Et pour le puis Colorado, en Jake plus? Allen. Ben, l'envoyer à quelque part, tu sais, juste pour au moins libérer un peu les 3 gardiens. Tu sais, là, ça n'a pas d'allure, les 3. Kaden Primo joue une fois à chaque pleine lune, à peu près. Ça aurait été le fun de finalement mettre fin à cette congestion-là devant le filet. Mais Darren Dreger, qui, en dedans d'une demi-heure, a évoqué le nom de Jeff Gorton et a démenti les rumeurs qu'envoyait Jake Allen au Colorado. Sérieusement, ça a été c'était jeudi, je pense, jeudi midi, que Darren Dreger a comme mis le feu. Oui, c'était jeudi. Il a comme mis le feu à tout ça. Ça a été une grosse heure de lunch pour Darren Dreger avec le marché de Montréal. Hashtag lunch. Les passionnés de basketball les plus fins auront reconnu cette référence à Shams Charania. Hey, les boys, on n'en parle pas assez souvent, puis ça, pour le reste, je me tape moi-même ses doigts là-dessus. Là. La PWHL, là, je suis désolé, mais mon Dieu que ça fonctionne bien. Puis, tu sais, autant que là, on parlait de l'intérêt des gens à la maison, de juste dire comme, hey, c'est cool, tu sais, on a finalement une ligue féminine de hockey professionnel qui semble fonctionner, tout ça. Puis, tu sais, on a ri un petit peu d'eux autres parce qu'il n'y avait pas vraiment d'identité, de logo. On n'a pas de nom. La merch était plate un petit peu. Mais ça, on ne pourra jamais enlever ça. Là, mais le monde, ils sont présents pour ça. Puis on a eu 2 bons exemples cette semaine, dont un aujourd'hui. Mais du côté de Toronto cette semaine, 19 000 personnes au Scotiabank Arena, qui est le domicile des Maple Leafs et le domicile des Raptors de Toronto. Puis là, tu es capable de mettre ça à presque pleine capacité pour le hockey professionnel féminin. Et puis là, c'était aujourd'hui du côté de Montréal, donc ce dimanche. En fait, de Laval, c'est ça. Ouais, exact, Laval. Oui, parce que Laval n'est pas Montréal, ça, de ça passe. Moi, le monde qui dit, oh, moi, je viens de Montréal, mais qui vient genre de Greenfield Park, là, moi, ça me... Greenfield Park, c'est sur l'île de Montréal. Mais tu sais, j'ai juste mention là-dessus. C'était Charlotte Cardin, elle faisait sa tournée mondiale, puis elle passait par Laval. Sauf si tu regardes sur son booking, ça dit Montréal. Même chose, je suis allé voir Tyler, the Creator, il y a 4 ans de ça à Place Belle, puis même lui, il était en show, puis il est comme « Where the fuck are we? Is it Montreal or is it this other thing, Laval? » Il comprenait pas. Mais bref, je m'éloigne du sujet, mais aujourd'hui, 10 000 personnes à la Place Laval aussi pour regarder l'équipe de Montréal jouer. Les boys. La Place Laval, tout ça, les la Place Laval, la Place Belle à Laval. Pour aller voir du hockey féminin professionnel. Je pense que la Triple Menace va devoir se diriger à un match de la PWHL prochainement. Moi, je être vraiment proche, mettons, de la métropole et tout ça. Là, c'est sûr, je suis à 6 heures de route, fait que c'est un petit peu dur de dire ça. Mais écoute, je suis sûr que on gosse un peu l'horaire un peu, puis on pourrait avoir un genre de triplé PWHL Montréal, le Rocket de Laval puis le Canadien de Montréal dans la même journée. Être vraiment... Je me demande comment ils feraient pour la glace puis tout ça, là. Mais si on réussit, genre, à avoir le triplé là-dessus, là, moi, j'embarque n'importe quand dans ce projet-là, là. Moi, je suis down un peu. Juste à la limite, mettons, juste 2 des 3, pareil, tu sais, il y a moyen de rendre ça le fun, je trouve, tu combines un match de la PWHL, puis tu mets ça avec la même journée, mettons, qu'un match du Rocket ou quoi que ce soit, puis ce que j'aime de ça, là, on voit que les arénas se remplissent bien, puis tout, mais je pense qu'en plus de ça, combiner les deux, tu sais, mettons, t'as déjà une salle comble pour le Rocket, par exemple, puis des gens qui seraient pas intéressés à ça, ça donne une exposition qui est le fun, puis j'aime ton idée, je trouve que c'est combiner ça, tu sais, ça ajoute des yeux là-dessus, puis en ce moment, c'est ça que la Ligue a besoin, la Ligue a des yeux, mais la Ligue doit aussi s'assurer d'avoir une audience qui va rester, doit s'assurer d'aller chercher le plus grand nombre d'auditeurs possible, le grand nombre d'intéressés possible. Puis j'aime ton idée, je suis vraiment pas contre ça. Je viens de vérifier ça. Le prochain match qu'on peut avoir du côté de Laval, le 10 mars prochain, alors que ça va être contre l'équipe d'Ottawa. Je regarde les prix, puis honnêtement, c'est beaucoup plus abordable qu'une game du Canadien. Puis comme... La PWHL, ça? Oui, exact. Ouais. Et c'est... OK. Puis en plus, je pense aussi, ce qui fonctionne bien aussi, c'est que l'équipe de Montréal gagne. Ben oui. Mais pour vrai, genre, je regardais le classement récemment, puis c'est
extrêmement paritaire quand même, là. Ouais. Tu sais, 6e place est aussi bonne. Tu sais, c'est sûr que c'est une ligue à 6 équipes pour commencer, donc tu peux dire que c'est facile d'être paritaire quand t'as juste 6 équipes, mais quand même, tu sais, n'importe qui pourrait battre n'importe qui là, dans cette ligue-là. La seule affaire, par exemple, c'est que j'ai hâte de voir dès l'année prochaine, s'il y aura des expansions, et 2, si on pourrait être capable d'avoir un peu plus d'offensive, parce qu'on a beaucoup de matchs où ça finit par bas pointage, des 2-1, des 3-2, des 3-0 puis tout ça. J'ai hâte de voir l'année prochaine avec un peu plus d'expérience dans le corps, le système de jeu, les talents qui vont se développer là, si on pourra avoir une courbe offensive comme on voit un peu chez les hommes dans la Ligue nationale. T'imagines... Ce que je veux dire sur le fait que c'est des matchs à bas pointage, je pense qu'il faut aussi considérer le fait que on joue pas, mettons, comme dans la nage, on joue pas des 3-4 matchs par semaine à chaque semaine. Tu sais, c'est souvent un match par semaine. Fait que ça fait en sorte que la gardienne numéro 1 peut jouer tout le temps. Tu sais, pense, mettons, au Canadien du milieu des années 2010, si on jouait contre Carey Price à chaque fois, c'est sûr qu'il y aurait un petit peu moins de points qui se marquaient. Tu sais, il y a un peu de ça aussi. Je pense que c'est pas nécessairement représentatif de la qualité de jeu offensif. Non, pas du tout, mais tu sais, c'est plus la gardienne numéro 1 qui joue tout le temps. Ça fait juste montrer que des fois, la Ligue est rendue là, tu sais. Ouais, il y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, où on gagnait un trophée de meilleur pointeur à 90 points dans la Ligue nationale. Ouais, ça a changé. Oui. Je tiens à vous couper la parole pour dire que Charlotte Cardin est présentement en train d'interpréter l'hymne national canadien au match des étoiles de la NBA. C'est pour ça que les gens qui m'ont vu sur YouTube ont peut-être vu ma tête de gland en train de gasp parce que Charlotte Cardin vient de passer à la télé. Ça, c'est juste un petit moment fanboy. Petite mention là-dessus, vous pouvez mentionner du fait que ces 6 équipes-là, imaginez justement dans un monde, et je l'espère vraiment très fortement, que la Ligue survit longtemps, puis qu'on aille jusqu'à dire que, hey, ça comptait pas un championnat. Il y avait juste 6 équipes. Ah! Tu imagines, on sera jusque-là. Hey, aussi, petite mention là-dessus, vite. Sarah Nurse qui passe sur le balado Spitting Chicklets cette semaine et qui parle justement de peut-être de vouloir enlever les grilles puis d'essayer d'avoir les visières. Parce que, tu sais, du côté masculin, elle a mentionné elle-même, à partir de 16 ans, quand tu joues dans les ligues juniors tout autour du Canada, ben, t'es plus obligé de l'avoir la grille, mis à part en compétition internationale où il faut que tu aies 18 ans. Là. Mais j'ai besoin, juste vite, vos opinions à chaud là-dessus par rapport à cette... À ce débat, si on veut, de la visière et de la grille? Ben, écoute, moi, je vais y aller rapidement, puis j'ai juste hâte de voir la Ligue nationale puis la PWHL être un peu conséquent dans leur règlement. Tu sais, je regardais le match d'aujourd'hui, justement, contre Montréal et Minnesota. La règle du trapèze des gardiens, ça n'existe pas dans la PWHL. Tu peux faire... Les goalers peuvent sortir et faire des passes, absolument, puis... En même temps, de l'autre côté, moi, j'ai hâte que le... Tu sais, quand tu marques un but en désavantage numérique, ça enlève l'avantage numérique, ton avantage numérique à l'adversaire. Moi, je veux que la Ligue nationale fasse ça. Moi, je veux qu'on soit un petit peu plus conséquent un peu de ce côté-là, plus le système de classement. Mais j'ai aimé, par exemple, l'explication quand même de Sarah Nurse concernant ce débat-là parce que ils disent que les filles sont pas habitués de jouer avec une visière normale. Donc, des fois, les bâtons peuvent se ramasser un peu n'importe où, puis ça peut occasionner un petit peu plus de blessures. Mais moi, j'ai rien contre. J'ai pas vraiment d'opinion sur ce débat-là. Si on peut être juste conséquent, puis si les joueurs veulent décider de garder la bulle ou la grille... gardez-le si ça vous tente. Moi, ça me dérange pas. Moi, je vais y aller un peu dans le même sens que, honnêtement, si les filles veulent changer, je vois aucune raison pour qu'on le ferait pas. Tu sais, ce que j'aime aussi de cette ligue-là, c'est que les joueurs ont beaucoup de j'ai pas envie de dire de pouvoir, mais tu sais, les joueurs sont beaucoup consultés pour comme établir les règles. Tu sais, c'est une jeune ligue puis tout, puis on veut trouver des repères. Puis si c'est vraiment le message que les joueurs envoient, qu'on veut que ça change ça, go for it. Si ceux qui veulent, donnez-leur ce qu'ils veulent, puis j'ai aucun problème avec ça. Ça devrait être comme ça dans la LNH. Si un gars décide de jouer avec une grille complète, il va jouer avec une grille complète, ça se voit pas, là, mais mettons, on a vu Connor Bedard qui revient cette semaine, qui joue avec un genre de masque complet. Donner le choix aux filles, là, j'ai aucun problème avec ça. S'il y en a qui veulent jouer avec la visière, tant mieux, c'est parfait, puis j'ai aucun problème avec ça, personnellement. Exactement. Petite nouvelle en rafale, sinon, pour tout ce qui est hockey. Connor Bedard est de retour, donc inquiétez-vous pas pour ceux qui avaient peur pour vos paris de début de saison pour la recrue de l'année. Inquiétez-vous pas,
Connor Bedard va quand même l'emporter. Vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça. C'est-tu vraiment aussi clair que ça, tu penses? Est-ce que peut-être un gars comme Brock Faber qui aura joué peut-être toute la saison? Non. Félix, écoute, la seule chose que je vais dire sur ça, c'est que je pense que Brock Faber le mériterait, mais je pense que Bedard quasiment point par match, il est le premier choix, vanté comme un joueur générationnel, à moins qu'il se reblesse, si Bedard finit l'année et qu'il garde un rythme semblable, je vois aucun monde. Faber pourrait gagner le Norris puis ils vont quand même donner le corps à Bedard. C'est comme ça que je le vois. J'aime cette image. Moi, je pense que ils vont le donner à Bedard pas mal, peu importe. Puis ça va être mérité parce que le gars marque, il fait des points comme ça, pas d'allure. Mais je pense que ça va être à Bedard, peu importe. Pour le ça, c'est comme un peu l'équivalent hockey de Chad Holmgren versus Victor Wembanyama dans la NBA. C'est exactement la même affaire. Exact. Aussi, samedi, on a eu droit au match du Stadium Series qui opposait les Flyers aux Devils du New Jersey. Pour ceux qui ont été actifs sur les réseaux sociaux, vous aurez vu les uniformes très, 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 très comiques qu'ont porté les Flyers à l'effigie de Rocky. Donc, en kangourou et en jogging gris. Tandis que du côté des Devils, on a cette photo de Tyler Toffoli qui a l'air d'avoir genre 45 ans, mais habillé comme s'il sortait tout droit des Sopranos. Et dans tout ça, on a quand même annoncé que le match Stadium Series de l'année prochaine va être entre les Red Wings de Détroit et les Blue Jackets de Columbus. On parlait des Columbus Blue Jackets, qui va se dérouler au même stade que opèrent les Buckeyes d'Ohio State. Ça va être pas un match de football collégial, mais ça va être bien un match de hockey. Au niveau de la Ligue nationale, dans les dernières semaines, j'ai beaucoup parlé qu'ils ont un petit peu de misère avec leur formule du match des étoiles, puis ça, c'est de même depuis des années. Ça ne veut pas dire pour autant que j'épargne la NBA par rapport à ça. Parce que samedi soir aussi, c'était le concours d'habileté de la NBA. Et autant que un produit comme le concours de 3 points, et ça, on va en un peu plus tard, c'est quelque chose qui va toujours attirer les foules. On a un petit peu de misère pour ce qui est du restant des concours. Puis c'est autant de trouver quelque chose pour se réinventer que d'avoir un intérêt des joueurs. À commencer justement par le Skills Challenge qui met en vedette 3 équipes de 3 joueurs. Pour vous donner un petit peu de contexte, on avait l'équipe des Pacers qui était composée de Miles Turner, Bénédicte Mathurin et Tyrese Haliburton. On avait l'équipe d'All-Star qui était composée de Tyrese Maxey, Scotty Barnes, Trae Young. Et on avait l'équipe des recrues des premiers choix au total qui étaient les 3 derniers, Victor Wembanyama, Paolo Banchero et Anthony Edwards. Oui. Et je vais lancer ça là-dessus. Là. Je ne sais pas par où commencer, mis à part que les joueurs s'en calissaient. Oui. Vous avez vu Nikita Kucherov au match des étoiles il y a 2 semaines dans LNH? C'était encore pire, je pense, hier. Puis, honnêtement, je comprends les gars d'avoir du fun pis tout. Puis, genre, hier, on a littéralement vu Anthony Edwards, qui, on le rappelle, est un droitier, mais qui s'est dit que pour le fun, je vais tirer de la gauche. Et ça a eu, tu sais, Larry Bird l'avait déjà fait, ça, puis ça avait marché parce que c'est Larry Bird. Anthony Edwards, ça a eu, comment dire, un peu moins de succès. Catastrophique, comme c'était épouvantable. Puis là, ce soir, le match il commence bientôt, fait qu'on le voit pas encore, mais Anthony Edwards avait dit qu'il va tirer de la gauche tout le match ce soir. Et il y a des sites de paris sportifs qui donnaient comme les props de points et combien de points, les over-under du nombre de points. Avant qu'il annonce ça, Anthony Edwards ce soir, c'était 17.5. Quand il a annoncé qu'il tirait de la gauche, c'était 12.5. Puis hier soir, il a tellement été mauvais, ils ont retiré le pari complètement. Tu ne pouvais plus mettre d'argent sur combien de points Anthony Edwards allait faire. Sérieusement, c'était catastrophique de voir ça. Puis le gars, sans dire qu'il s'en foutait, tu sais. Anthony Edwards aime ça donner un show pis tout, mais c'est vrai que les gars, c'était pas l'effort du siècle. Puis on va parler du concours de dunk aussi, j'imagine, mais mais je veux juste peut-être une petite nuance. On fait le parallèle. Nikita Kucherov s'en colissait. Plein d'insépats, lui s'en colissait, il voulait pas donner d'effort. La nuance, par exemple, je pense pas que les joueurs de la NBA s'en colissent autant. Mais il veut juste être goof. Il veut juste genre... Ouais. C'est juste il veut juste goofer sans dire que s'en colisse, mais il veut juste essayer de rendre ça le plus fun, le plus aléatoire. Tu sais, il y a une petite nuance là-dessus, mais c'est vrai que... Mais ça fait des drôles d'histoires, là, tu sais.
Anthony Edwards pis tout ça. Scotty Barnes qui a de l'air d'être n'importe où en même temps. Scotty Barnes, si vous êtes bien sur Internet et sur Twitter surtout, vous savez très bien, vous faites partie du problème, les allégations qui sont lancées à l'endroit de Scotty Barnes. Je pense que hier, on a eu la confirmation. Il se fait demander justement après le concours, puis qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, t'as échappé le ballon, le ballon, il glissait un peu. Puis après ça, il faut tirer un lancer du milieu du terrain. Puis Scotty Barnes, lui, il décide, moi, tu sais quoi, m'a retourner, m'a le faire de dos. Puis on voit le ballon qui s'en va. Il n'y a aucun sérieux là-dedans. Puis je pense pas qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils veulent juste donner un show puis rendre ça le fun. Puis mais je me demande, la NBA aime ça. Genre, oui, ça fait jaser, mais je sais pas. La NBA aime ça. Parce que, regarde, voilà la prochaine affaire. Le parquet cette année, c'est un parquet fait de panneaux de LED. Littéralement, c'était un écran de télé, c'était le terrain, puis c'était très dynamique pour certaines affaires, pour des animations, quelque chose qui arrivait, tout ça. Pour ce qui est du Skills Challenge, on avait tracé littéralement une flèche grâce à des écrans, une flèche rouge, dit-on. Et Tyrese Maxey a réussi à ne pas contourner l'obstacle du bon côté. Et une équipe plus tard, c'est l'équipe à Paolo Banchero, Victor Wembanyama et Anthony Edwards. Paolo Banchero, lui aussi, fait la même faute qui est arrivée 30 secondes auparavant. C'était incroyable. Puis tu rajoutes ça à Anthony Edwards, ça me faisait super rire parce que j'avais vu ça passer sur Twitter. Victor Wembanyama, autant qu'ils connaissent une saison recrue totalement historique, beaucoup de trucs sont dits à l'endroit des Spurs, c'est que il se fait saboter par le restant de son équipe, pour ne pas mentionner Jeremy Sohan. Le monde, ils disent peut-être qu'au match des étoiles, il va pas tant se faire saboter par son équipe. Non. Tony Edwards s'est bien tiré de la gauche. Non, exactement. Mais bon, pour ce qui est des autres événements de la soirée, on avait le concours de dunk. Puis ça, le concours de dunk, c'est mort. C'est enterré 6 pieds sous terre, momifié. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Ça fait longtemps qu'on le sait que le concours de dunk, c'est mort. Puis tu sais, on a essayé de ramener un petit peu ça à l'ancienne en ramenant Zach LaVine et Aaron Gordon. Puis on avait quelque chose de pas nécessairement historique parce que rien va battre le concours de dunk de 2016. Mais le concours de 2000 avec Vince Carter would like a word with you. Non, mais... mais dans l'histoire moderne, depuis ce temps-là... Ouais, exact. L'histoire moderne? 2000? Ben, tu es vieux. Tu parles comme si en 2000, on jouait contre des plombiers. Dans la NBA, 25 ans, c'est long. 24-25 ans, c'est long. Mais... En plus, en 2000, je tiens à dire que Félix n'était pas né. Fait que, l'histoire moderne de la NBA, c'est depuis que LeBron James est arrivé. C'est ça. LeBron James est arrivé en 2003! Ben, c'est ça, c'est 2000, c'était avant. 2000, c'était avant. Félix est né en 2003. J'ai tellement hâte l'année prochaine, quand je vais avoir 30 ans, puis vous allez me faire des jokes encore plus sur le fait que je suis vieux. Oui, absolument. T'es même pas prêt. Mais bref, fait que ça pour dire que le concours de dunk, on a un petit peu de misère cette année. Puis même t'as Aaron Gordon qui va parler un peu sur Twitter, mais lui, il va toujours être pédé un petit peu par rapport à ce qui est arrivé là. Statistique intéressante pour le monde, si jamais vous jasez avec vos chums ME de basketball, ou si jamais vous faites un Jeopardy ou une soirée quiz NBA là. Une soirée Sparkle là, où vous faites 3 heures de quiz sportif en chum. Exactement. Hey, si vous avez une question à préparer là, puis vous voulez pâter la galerie, là, faites dire que Aaron Gordon est le joueur dans l'histoire du match des étoiles qui a le plus grand nombre de dunks parfaits à 50 points et il n'a jamais remporté le concours. Mais en même temps, tu regardes les 50. Jalen Brown aurait pu faire un lay-up, hier, il aurait eu 50. Fait que je pense que ça vaut vraiment ce que ça vaut les notes à Star. La barre a tellement été baissée maintenant, le minimum, ou du moins est-ce qu'on s'attend, les attentes sont tellement rendues. Mais ce que je vais dire sur Jalen Brown, par exemple, moi je pense que la raison pour laquelle il y avait des notes aussi outrageuses, la NBA veut ramener ces gros noms dans ce concours-là. On veut des gars comme Anthony Edwards. On veut ces joueurs spectaculaires-là qui font... John Morant. On veut ces joueurs-là qui sont là, puis faire bien paraître Jalen Brown, même si objectivement il était assez ordinaire ce que Jalen Brown l'a fait hier. On fait bien paraître ces gars-là parce qu'on veut inciter les gros noms à venir, puis tout. Puis Mac McClung, qui est un peu comme celui qui essaie de tirer ça à bout de bras. Le problème du dunk contest, selon moi, c'est que toutes les dunks qui ont été faits, c'est tellement difficile d'innover maintenant, puis
McClung, hier, a réussi à en faire un en genre tapant le ballon qui était comme au-dessus, puis en le reprenant, puis en dunkant par l'arrière. C'était quand même cool, mais on n'est plus capable de recréer l'événement, l'effet de nouveauté, puis je sais pas comment on règle ça. Moi, j'ai beaucoup moins d'intérêt que j'en ai déjà eu pour le concours de dunk, puis tout, mais je sais pas comment on peut redynamiser ça. Je le vois pas. Je le vois Je peux pas dire ça. L'année passée, à pareille date, alors que Alley-Oop 360 avait l'émission radio, j'avais été invité par William Thériault, shout-out Will Thériault, by the way, pour parler justement des festivités du match des étoiles. Puis moi, ce que j'avais à dire vraiment, c'était merci à Mac McClung d'avoir au moins donné un petit peu de vie à ça, parce que, je veux pas, Mac McClung, c'est un gars qui s'est fait connaître dans toute l'ère Ball is Life, quand il était au high school, natif de Gate City en Virginie, qui s'est fait connaître pour justement son athlétisme, puis c'est donc impressionnant in-game. Là, après ça, ben oui, en effet, tu l'as dit, Félix, il tire ça à bout de bras en ce moment. Sinon, on a eu concours de 3 points. Ça a été remporté par Damian Lillard qui, malgré lui, a eu à être clutch parce que lui et Trae Young se sont retrouvés en finale. Les marques étaient égales à 24. Et Karl Anthony Towns. Et Karl Anthony Towns, ben oui, on l'oublie tout le temps, lui. Et Karl Anthony Towns, les joueurs étaient tous à 24 points. Et en fait, Trae Young était à 24 points, Damian Lillard était à 24 points alors qu'il se dirigeait sur son dernier rack. Et il a manqué ses 4 premiers tirs. Et Trae Young, il a commencé à y penser un peu à la victoire, mais Damian Lillard, il l'a eu sur son dernier tir. Puis là, ben, tu sais déjà que la place a soulevé. Puis là, tu donnes la célébration. Oh my God, c'est Dame Time pour fucking concours. Il manquait juste que Paul George le couvre devant lui, puis ça aurait été parfait, genre. Ah, je pense qu'il faudrait innover avec ça. Ça pourrait être genre un concours de 3 points. Oh my God. Contested 3 points. Mais écoute, on parle de concours de 3 points. Ça, tu vois, la Ligue a réussi à innover hier dans ce qui a été de loin la plus grande réussite de toute cette fin de semaine-là. Le duel de 3 points entre Steph Curry et Sabrina Ionescu, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Sabrina Ionescu, est une joueuse dans la WNBA qui est reconnue comme étant la meilleure tireuse à 3 points de la Ligue. L'année passée, au match des étoiles de la WNBA, elle avait dominé dans le concours de 3 points. Et cette année, on a décidé à la Ligue de faire un concours entre les deux. Et au début, le plan était que Curry tire de la ligne de la NBA avec un ballon de la NBA, pendant que Sabrina tire avec un ballon de la WNBA et de la ligne de la WNBA, donc un peu plus proche avec un ballon plus petit. Mais Sabrina a décidé de faire non. Moi, je veux qu'on ait un terrain de jeu égal. On va avoir un vrai tournoi à armes égales. Et Curry a gagné, mais... Par 3 points! Puis Sabrina Ionescu a eu le même nombre de points que Damian Lillard, qui a gagné le vrai concours. Pour moi, ce duel-là entre Steph Curry et Sabrina Ionescu, c'était un très, très beau moment. Puis je trouve que c'est une super bonne façon d'intégrer un peu le basketball féminin. Tu sais, on voit, mettons, au match des étoiles de hockey, où est-ce qu'on fait comme on a fait le showcase de PWHL. Et là, tu vois, on a vraiment mis comme, sans limite en opposition, je trouve que c'est l'événement parfait pour faire ça. Puis on avait les deux candidats parfaits. Les deux ont décidé de jouer le jeu puis de rendre ça le fun. Puis j'ai vraiment aimé ce que ça a donné hier. Pour moi, c'est de loin l'événement qui était le plus fun de toute cette fin de semaine-là dans le match des étoiles. C'est de loin celui qui avait le plus d'engouement. Puis tout ça, c'est justement, tu l'as dit, ça a parti en juillet dernier au match des étoiles de la WNBA, alors que Ionescu avait marqué 37 points lors de la compétition, avait manqué un grand total de 2 tirs durant toute... Puis tu sais, je me rappelle encore, moi, ça se passait... je pense que c'était même en après-midi, c'était notre collègue Dominique Gilner qui nous avait écrit comme « Yo, what the fuck, qu'est-ce que je viens de voir? » Puis je suis allé voir ça, puis je suis comme « Wow! » C'était vraiment... Puis, tu sais, on sait très bien que la WNBA est parrainée justement par la NBA, mais tu sais, mis à part les joueurs qui font des apparitions avec des souliers orange ou le hoodie avec le logo de la WNBA, on attendait encore vraiment une collaboration de la sorte entre les deux ligues. Puis je pense qu'avec la NBA, on commence à miner dans quelque chose de solide là, avec ça. Là. Oui. Fait que il y a définitivement du potentiel là-dessus. À rester sur le sujet du basketball féminin, Caitlin Clark, pour ceux qui auraient peut-être oublié son nom, qui en ont entendu parler au mois de mars dernier,
déjà, de un, shame à vous autres parce que vous manquez quelque chose. Mais Caitlin Clark, qui est rendue maintenant au niveau des points marqués, au sommet des rangs collégiaux féminins. Maintenant, c'est 3569 points et plus parce qu'elle n'a pas terminé. On jasait de ça un petit peu en début d'émission, mais honnêtement, si elle déclare pour le repêchage de la WNBA, premier overall, je veux pas... C'est réglé, là, s'il y a aucun débat possible. Puis c'est ça qui est le fun un peu avec Caitlin Clark, parce que moi, je me souviens que quand elle est arrivée sur la scène universitaire avec Iowa, c'était celle qui était derrière Paige Buckers du côté de Connecticut, qui était vue comme le visage, un peu le futur next one du basketball féminin. Et Caitlin Clark était peut-être le deuxième derrière, qu'on lui donnait un peu d'attention, puis tout ça, puis les deux s'étaient affrontés. Malheureusement, ça a pris une blessure à Paige Buckers à sa deuxième saison universitaire pour que Caitlin Clark prenne totalement l'assaut sur l'attention médiatique du côté du basketball féminin. Et maintenant, bat le record de Kelsey Plum, va probablement devenir une super vedette, peut encore revenir pour une dernière année universitaire l'année prochaine. On verra si le fameux NIL Money va faire son effet aussi. Et on oublie aussi que Iowa ont été finalistes du dernier March Madness, s'est incliné contre l'université LSU. D'après moi, comme tu disais, Mio, si on réussit à gagner le tournoi ce printemps, penses-tu que Caitlin Clark prend ses bagages et s'en va chez les pros? Définitivement. En ce moment, Iowa qui sont avec une fiche de 12-2. Deuxième pourtant dans la Big Ten, seulement derrière Ohio State et suivi non loin par Indiana. Si on met la main sur le championnat national, oui, Caitlin Clark va déclarer. Mais si ça avère qu'elle perde le tournoi, elle peut revenir quand même une dernière année, puis je pense qu'il va y avoir du unfinished business. Run it back, baby. Je pense que ça va être run it back. Juste y aller, tu parlais du NIL Money puis tout, puis de Paige Buchers, qui d'ailleurs, Paige Buchers a confirmé qu'elle va être de retour l'année prochaine dans la NCAA. Le NIL Money fait en sorte que maintenant, les athlètes collégiales peuvent profiter de leur nom, leur image et tout pour faire de l'argent. Et ça donne des incitatifs, surtout à ces joueuses-là, de rester au niveau collégial puis de continuer plus longtemps. Fait que oui, Caitlin Clark pourrait sans aucun doute se déclarer éligible au prochain repêchage et rentrer et être choisi numéro 1, mais en même temps, ça peut être un attrait pour elle de rester une autre année dans la NCAA. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à ce niveau-là. Ça va être intéressant parce que ça serait quand même un rare cas d'une athlète qui est clairement numéro 1, qui honnêtement presque pas de doute sur le fait qu'elle serait numéro 1, mais qui décide quand même de rester une année de plus. On le voit, mettons, dans la NFL, des joueurs qui retardent un peu leur arrivée, mais qui sont pas nécessairement des premiers choix. Caleb Williams, cette année, par exemple, c'était jamais une question qu'elle allait finir par déclarer et tout, puis les autres joueurs aussi, les autres gros carrières. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté de Caitlin Clark, puis j'ai hâte de voir si la décision de Paige Buchers va changer des choses, parce que ça ouvre un peu une porte à un retour de Caitlin Clark dans la NCAA l'an prochain. Non, exactement. Petite mention aussi cette semaine, définitivement loufoque, mais Klay Thompson a joué des minutes en tant que joueur en sortie de banc. Puis pourtant, ça a quand même pay off. Lui qui a marqué 35 points, c'était en 18 minutes et après ça a été totalement absent pour le restant de l'affrontement. Mais quand même, mention spéciale là-dessus pour les Warriors qui cherchent désespérément à sauver leur saison. Klay Thompson aussi, joueur qui joue dans toute la Bay Area, San Francisco. Ça fait penser à un autre joueur aussi, souvent blessé, avec un bon potentiel, mais qui joue au baseball par contre. Un ancien des Giants de San Francisco qui fait parler un peu cette semaine, mais qui n'est plus avec les Giants, bien sûr, qui est maintenant avec les Yankees, Carlos Rodon, parce que, oui, on en a parlé la semaine dernière que les camps d'entraînement aux quatre coins des ligues majeures sont commencés au baseball. Et on a beaucoup de questions qui sont lancées à gauche et à droite en préparation de la saison. Puis, c'est sûr que les lanceurs, ça va très souvent revenir parce que ce sont des joueurs, ma foi, si importants. Et Félix, je te regarde de toi en particulier parce que Carlos Rodon, quand même, 2 participations au match des étoiles en 2021, en 2022. Puis, malgré tout ça,
va passer sa 2e saison chez les Yankees, mais c'est quand même, depuis 2021, une 4e équipe, maintenant, depuis qu'il est chez les Yankees. Est-ce que... 4e, non, c'est 3. 4e. C'est 3, il a fait White Sox, Giants. White Sox et Giants. Mon erreur. Et maintenant, depuis l'année dernière chez les Yankees, et je te pose la question personnellement. Est-ce que tu as confiance en Carlos Rodon, puis c'est vraiment en 2 temps, là, as-tu confiance en Carlos Rodon comme étant l'un de tes lanceurs numéro 2 derrière, vraiment numéro 2 derrière Garrett Cole qu'on exactement. s'attend. Et connaissant maintenant son historique ou connaissant maintenant qu'il a une certaine étiquette de joueur qui peut se blesser très facilement, est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu dis « fuck it, we ball » ? Écoute, on est ceux qui... Je trouve que c'est surtout au football que ça revient souvent, mais on l'a aussi au baseball. On est maintenant dans la saison des camps d'entraînement que j'appelle la saison des gars qui sont dans la meilleure shape de leur vie. Oh oui, à chaque année, au camp d'entraînement, c'est un classique. Tous les gars sont dans la meilleure shape de leur vie, ont jamais été aussi prêts, ont l'intention de battre leurs objectifs personnels. Tous les gars au camp d'entraînement sont parfaits. Combien de fois on s'est fait berner dans la NBA, genre par Ben Simmons, qui tout le temps, donne les meilleurs highlights dans un gym à quelque part, puis qu'on se dit, c'est cette année qu'ils vont revenir comme... Puis finalement, c'est pire que jamais. Puis ça revient encore au plan de tout le monde, ça revient encore à la courte de tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il se fasse puncher d'en face. Ça revient vraiment à ça un peu de la saison de la meilleure shape de sa vie. Mais Carlos Rodon qui a, l'année passée, on l'a vu avec les Yankees, est arrivé, les blessures lui ont fait mal, puis on sentait aussi que la forme physique était peut-être pas toujours là. Peut-être que les blessures l'ont empêché de se garder la forme physique qu'il voulait. Et là, cette année, arrive au camp des Yankees, est vraiment vraiment en pleine forme, a une rapide qui est beaucoup plus rapide que l'an passé, puis les Yankees ont investi beaucoup dans lui, ils ont donné un gros contrat de 7 ans à l'hiver 2023. Les Yankees ont besoin que Carlos Rodon soit un gros morceau de cette rotation-là, parce que la rotation des Yankees, la façon qui est faite, on a Garrett Cole comme numéro 1, qui est le meilleur lanceur du baseball, t'as pas besoin de t'inquiéter pour Garrett Cole. Après ça, on a Carlos Rodon, on a Nestor Cortes et on a Marcus Stroman, qui sont 3 gars que le potentiel est là, mais les 3 peuvent se blesser, les 3 peuvent être mauvais. C'est vraiment... On a un range de 2, 3, 4 que extrêmement volatile. Si les 3 joueurs vont bien, on a la meilleure rotation du baseball, mais il y a un monde aussi dans lequel les 3 gars font complètement patate. On l'a vu l'année passée, les 3 ont une saison vraiment difficile. Oui, parce que j'ai déjà entendu ça, moi, les Yankees qui étaient supposés avoir la meilleure rotation. L'année passée, c'était supposé être ça, parce qu'il y avait Severino puis il y avait Frankie Montas. Finalement, il y a juste Garrett Cole qui a une bonne saison dans toute la gamme. Puis t'as Domingo Herman qui a lancé un match parfait. Puis les Yankees ont besoin que Carlos Rodon soit bon. Fait que tu me demandes, Nio, est-ce que j'ai confiance que Carlos Rodon va être bon? Je sais pas si j'ai confiance qu'il va être bon parce que c'est facile de s'emballer au camp d'entraînement et tout. Mais j'espère pour les Yankees que Carlos Rodon va avoir une bonne saison parce que les Yankees ont besoin d'un Carlos Rodon en santé et ils ont besoin d'un Carlos Rodon à 100% de leur potentiel. Je suis tellement content, Félix, que tu sois humble par rapport à ça parce que t'imagines si tu commençais à péter un peu les bretelles que les Yankees ont une bonne rotation de lanceurs, ça va être la meilleure dans la ligue, puis rendu en juin ou en juillet, tout le monde est blessé. T'es rendu la rotation des Yankees, sur papier, elle a le potentiel d'être la meilleure de la ligue. Je le dis, si Rodon joue au sommet de son potentiel, si Nestor Cortes rebondit et si Marcus Stroman redevient le lanceur qui était en première moitié de 2023, cette rotation-là a le potentiel d'être la meilleure de la ligue. Le problème, c'est que les 3 ont vraiment le potentiel d'imploser aussi. Les Yankees ont 3 gars, vraiment, c'est 3 gars que les possibilités sont vraiment, vraiment énormes de ce qu'ils peuvent faire. Les Yankees espèrent vraiment qu'ils vont en avoir 3 bons parce qu'on a manqué Yoshinobu Yamamoto et Blake Snell, ça semble pas être pour demain matin. On a besoin que ces 3 gars-là se lèvent. Idéalement, ce serait tous des numéros 3, mais là, il faut qu'il y en ait un numéro 2, il faut qu'il y en ait un numéro 4 là-dedans. Fait que ça va être aux Yankees de trouver comment s'arranger avec ça. Moi, j'aime pas ce bloc baseball-là parce que je sens que Félix m'attaque en me traitant de personne qu'il faut pas s'emballer pour regarder. Mais pas que tu as juste des numéros 5 à Boston, t'as juste des numéros 5. Non, c'est pas juste ça, mais tu sais, tu parles de les gens ne doivent pas s'énerver au camp d'entraînement parce que le monde dit qu'ils sont en meilleure shape of my life. Puis moi qui ouvre Twitter puis qui est genre holy fucking shit, Alek Manoah en shape, mon homme! Ouais. Puis Alek Manoah, ça a été l'autre grosse histoire de la semaine avec les Jays. Voulez-vous qu'on en parle d'un joueur justement qui est dans la meilleure shape de sa vie en ce moment? Wow. J'en ai un là.
Je parle de l'équipe incroyable. qui est sur ma casquette en ce moment, les Blue Jays de Toronto, avec Alek Manoah, justement, qui est de retour au camp d'entraînement. Est-ce que là, je devrais m'emballer pour Alek Manoah ou est-ce que j'ai encore peur d'être bamboozled, hoodwinked, led astray et flat out deceived? Mais écoute, ce que je veux dire sur Manoah, le potentiel est là avec Manoah. Ça n'a jamais été en doute qu'il y a tellement eu une grosse arrivée dans les majeurs. Puis personne ne doute que le potentiel de ce gars-là, c'est d'être un vrai lanceur numéro 1. Mm-hmm. L'année passée, ça a été extrêmement difficile. Même que difficile, ça commence même pas à décrire la saison d'Alek Manoah l'an passé. Ça a été épouvantable. Je pense pas que ça aurait possiblement pu être pire. Et là, à la fin de l'année, on avait aussi des questions sur est-ce qu'il a vraiment la tête à ça? Est-ce que sa forme physique est en doute? Et là, Manoah fait un peu comme Vladimir Guerrero Jr. il y a quelques années. On avait les mêmes questions entourant Vladimir Guerrero Jr. Et Vlad a eu une saison morte exceptionnelle, s'est remis en shape, est arrivé au camp dans une forme exceptionnelle, avait fini 2e au MVP. Mm-hmm. Là, on a Alek Manoah qui fait un peu la même chose. J'ai pas envie de dire qu'il va finir 2e au Cy Young, mais au moins, je suis content de voir qu'il se donne les moyens de ses ambitions. Puis j'ai hâte de voir aussi si la bonne grosse barbe qui s'est faite pousser, j'ai hâte de voir si le pouvoir de la barbe va l'aider un peu. Pas comme Pop, en tout cas. Avec une grosse saison. Oh non, pas de balle perdue sur le fait que je me suis rasé la semaine passée pour un accident en plus. C'était un total... Hey, Pop, s'il te plaît, on va prendre 2 minutes, là. Les gens qui en ce moment, qui écoutent ça sur Spotify ou Apple Podcast, là, vous voyez pas, là, mais Pop s'est rasé une barbe qui était... combien de temps que t'avais que ça poussait, cette affaire-là? Écoute, je la taille souvent, fait que ça faisait un bout que je l'ai, fait que dans le fond, je vais vous expliquer un peu mon historique avec la pilosité faciale. Moi, je suis quelqu'un qui rage aux jeux vidéo, qui devient énervé en jouant aux jeux vidéo. Fait que j'ai un mauvais pet peeve, j'ai une mauvaise habitude dans la vie, un mauvais tic dans la vie, que quand je suis frustré ou juste un peu agacé par quelque chose, moi, je commence à me tirer les poils de barbe. Fait que ça arrive des fois, je me fais des pages ici, en dessous du menton ici, ou que... Puis dès que je commence à en arracher, ça fait plus mal, fait que t'as encore plus le goût d'en arracher. En tout cas, Attends, mais c'est juste une mise en contexte. Fait que il est arrivé la même affaire cette semaine, je pense, c'est quoi, mardi, mercredi. J'étais en train de gamer chez nous, il était genre rendu 11h30 ce soir. Puis je commençais, il y avait un patch qui dépassait ici. Fait que je me suis dit, je vais prendre 30 secondes, je vais juste juste ajuster ça, raccourcir ça, puis ça va faire ça. Ça, l'affaire, c'est que j'avais mal réglé mon rasoir. Au lieu d'être à 6, d'habitude, il était à 0, fait que ça genre fait zip. Puis il n'y avait plus rien partout, fait que j'ai genre fait non! Il va falloir que je me rase. Puis là, en plus, je me suis fait couper les cheveux en plus, mardi en plus. Fait que j'ai comme perdu genre 10 livres de pilosité faciale là, autour de la tête depuis l'épisode de la semaine passée. Là. Hey, ça fait quasiment 6 mois qu'on fait la triple menace, puis je pense que c'est la meilleure parenthèse qu'on a jamais eue. C'est même pas... Hey, on a complètement dérapé du sujet. J'adore ça. Ah, écoute, c'est ça le risque, mais c'est ça la beauté de l'épisode, c'est de moi qui me parle de... En plus, qui est genre super gauche. Je fais ça genre tout croche. J'essaie de faire ça comme je veux d'habitude. D'habitude, je passe 2 mois. Aux 2 mois, je passe au barbier pour qu'il me réarrange ça. Puis après ça, je t'offre le reste comme je peux. Vous avez parlé de... Vas-y, Félix. Eh bien, écoute, Pop, en tant que gars qui a perdu sa barbe, toi, tu t'attends... Puis qui, évidemment, Alek Manoah, t'a volé ta barbe. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire cette année, Manoah? C'est quoi ta prédiction pour Manoah cette année? Je sais pas si j'ai une prédiction. Moi, je veux juste qu'il revienne à un niveau de lanceur que tu peux faire confiance parce que Alek Manoah, l'année passée, ça n'a pas juste été... il a connu une bonne tiers ou moitié de saison, puis après ça, dès son premier départ de la saison, au premier match de la saison, tu sentais déjà qu'il y avait de quoi qui marchait pas dans sa mécanique, donnait beaucoup de buts sur balle, pas capable de trouver la zone des prises. Et là, ça a juste escaladé, ça a juste déboulé pour... Le gars est allé jouer au rookie ball, qui est le plus bas niveau des ligues mineures au baseball, et qui, à la fin de l'année, n'était même plus dans les Blue Jays pour les séries. Non, je veux juste pas de drama. C'est juste ça que je veux. Puis ma prédiction, c'est... J'espère qu'il va avoir un niveau respectable, parce qu'on parlait de meilleure rotation des majeurs si tout le monde joue à leur potentiel. Moi, je m'excuse, les Blue Jays de Toronto avec Alek Manoah, Kevin Gausman, Chris Bassett, même José Berrios, quand il joue à son meilleur,
on peut avoir toute une rotation de lanceurs dans l'Est de l'américaine cette année, là. Ce que je veux dire sur Manoah aussi, une chose, je pense, qui l'a beaucoup affecté l'année passée, c'est l'arrivée du cadran des lanceurs. Puis là, il y a eu des jokes puis des commentaires qui ont été faits par rapport au fait que ça avait peut-être rapport avec sa forme physique. Ça reste une chose, Manoah, avant l'arrivée du cadran des lanceurs, était l'un des gars qui prenait le plus de temps de ses lancers. C'est un énorme changement qu'il a fallu qu'il fasse au niveau mécanique. Ouais. C'est sûr, ça va prendre du temps. On a vu beaucoup de gars qui sont habitués de prendre du temps, que ça a été beaucoup plus difficile pour eux quand le cadran des lanceurs est arrivé. Je pense qu'avec une année de plus à pouvoir s'habituer à ça, je pense que Manoah va être beaucoup plus outillé pour mieux gérer ça. Puis on l'a vu, autant ça a pu aider des gars comme, je vais prendre l'exemple de Garrett Cole, qui lui, des fois, rentrait dans sa tête, puis c'est là que ça devenait compliqué pour lui. Manoah, lui, fallait qu'il précipite ses choses, il n'avait pas le temps de s'installer comme il voulait. Là, il y a une année au complet pour s'installer et tout. Moi, je pense que Manoah va connaître une bonne saison. J'ai pas envie de dire qu'il va redevenir un numéro 1, surtout avec une équipe où il y a Kevin Gausman, mais je pense que Manoah peut avoir une très très belle saison avec les Jays cette année, peut-être comme numéro 2 ou à la limite comme numéro 3 dans cette rotation. Exactement. Ailleurs, dans le baseball, on a parlé un petit peu de Ronald Acuna cette semaine, joueur étoile des Braves d'Atlanta, qui, malgré le fait qu'il reste encore 5 ans sur son contrat, déjà en train de se négocier peut-être une petite extension de contrat. Tu sais, le gars dit, bah, en même temps, il y a tellement un contrat horrible. Il fait 10 millions par année depuis des années quand c'est les meilleurs joueurs de la ligue. Pour vrai, il mérite une augmentation de salaire. Je pense que les Braves vont jaser avec lui. Peut-être. Je sais pas si ça va se faire avant le début de la saison, mais je pense qu'on va commencer à regarder, au moins le ramener sur un marché qui a plus d'allure, parce que 10 millions par année pour Acuna, ça n'a aucun bon sens. Exact. Juste un peu de contexte. Acuna qui a quand même dit qu'il serait très, 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 très willing de terminer sa carrière à Atlanta. Donc, connaissant Alex Anthopoulos, va lui offrir un contrat de 30 ans pour 500 000 $ par année pour qu'il joue le reste de sa carrière à Atlanta. Mais il va falloir qu'il donne 1% de son salaire à la Fondation des Braves, comme tout le monde qui signe un contrat avec les Braves. Toujours 1% du salaire à la Fondation des Braves. Oui, parce qu'Alex Anthopoulos, apparemment, il y a soit des photos compromettantes ou des textes compromettants. Il enferme ses joueurs dans la cave, puis ça n'a aucun bon sens. Les Braves d'Atlanta sont les maîtres pour des team-friendly contracts. Là. Ça va être dégueulasse. C'est incroyable. Ça va être dégueulasse. Hey, sur le sujet du baseball, je sais que vous autres, vous aimez bien ça. Là. Ben, en tout cas, un peu plus tôt, quand Félix il y avait encore une PS4, vous autres, vous passiez des bons temps à jouer à MLB The Show. Tu sais, toutes des affaires. Même avec ma PS5, on joue encore. Ah, oui. C'est compatible. Ah, arrête. Mais bref, fait que cette semaine, j'ai jasé de ça sur Twitter. J'ai lancé une petite balle perdue à Félix, là. Parce que, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, EA Sports ont repris les droits pour un jeu de football collégial. En fait, il n'y avait juste pas le droit d'avoir de jeu de football collégial, en fait, depuis assez longtemps. Puis, cette semaine, on a le premier trailer qui est sorti du jeu. Puis, je suis allé sur Twitter, je disais, hey, tu sais quoi? Félix est chanceux que j'ai pas de PS5 parce que maudit qu'il aurait envie d'aller le rembourser, le pauvre. Je suis tellement compétitif sur les jeux de sport, c'est incroyable. Tu sais, le meme de Jordan, pas de Jordan, mais de LeBron James contre les Celtics, là. Oh oui, la face, là. Oui. Ouais, exact. Ça, c'est moi quand je joue à un jeu de sport, puis ça doit être mon ami. Si je me retrouvais sur un terrain de même contre Félix, là... Mais écoute, ce que je veux dire sur ce jeu-là, on sait qu'il y a quasiment une légende autour du jeu NCAA Football 14, qui est le dernier de cette série-là de EA Sports. Ce jeu-là est devenu légendaire avec Denard Robinson sur la pochette. Ça donne quand même une idée de quand le jeu a été fait. Je sais même pas c'est qui, j'ai jamais entendu c'est un ancien carrière à Michigan. Un ancien carrière qui a une carrière comme running back dans la NFL, mais tu sais qu'il n'a pas eu une grande carrière. Là. Attends, carrière, puis il est devenu running back dans la NFL? Ouais, il était carrière au collégial, puis il est devenu running back. Dans le fond, il a fait ce que les équipes voulaient que Lamar Jackson fasse. Exact. Puis Denard Robinson, fait que ce jeu-là est devenu quasiment légendaire, avec les modes Road to Glory, Dynasty et tout. C'est des modes, c'est vraiment devenu légendaire. Depuis ce temps-là, tous ceux qui jouent à Madden, ouais, man, c'était mieux, puis tout. Puis il y a vraiment l'ambiance collégiale. Ces jeux-là redonnent cette ambiance de collégial-là. Et il y a eu des modes qui ont été faits pour comme modifier Madden en jeu de NCAA. Mais là, le vrai
College Football 25 qui va sortir. Cherchez-moi pas cet été, je vais être en train de jouer à ça parce que le 14, malheureusement, j'étais un peu trop jeune. J'avais juste 10-11 ans quand c'est sorti. J'étais encore un peu jeune. J'étais encore un peu jeune, mais là, cherchez-moi pas cet été. Si vous me cherchez cet été, je vais être en train de jouer à College Football 25. Pop, t'avais quel âge, genre, en 2014? On rappelle, ça sort cet été. En 2014, je commençais mon deuxième cégep, j'avais 19 ans. Je m'approchais de la vingtaine en 2014. 95. C'est incroyable. Tu vois, le 14, pour les moi, je auditeurs, vois ce que tu as vécu avec le 14, ben moins que le 25. pour les auditeurs, Félix, t'avais quel âge en 2014? 2014, j'avais j'ai eu 11 ans en 2014. Félix, juste 21 ans pour les auditeurs à la maison. Ça, c'est le gap d'âge qu'on a là. On a eu une drôle de nouvelle cette semaine dans la NFL parce que puis ça concerne Jimmy Garoppolo. Qui sera suspendu pour 2 matchs la saison prochaine pour substance qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Comme si ça allait changer de quoi, comme si Jimmy Garoppolo n'était pas déjà fucking poche puis il avait besoin de faire ça. Il n'y a aucun monde dans lequel ça allait aider d'avoir des drogues de performance, ben honnêtement. Là. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Là. Puis après ça, t'as Calvin Ridley qui regarde ça pis qui est genre, bruh, moi j'ai été suspendu une saison au complet pour des paris sportifs pis tout, PD, t'as 2 matchs. Really, Pat? Mais je pense que mais si je me trompe pas, j'ai lu que c'était Garoppolo, c'est en lien avec une prescription, mais qu'il avait oublié de déclarer à la NFL. Il n'y a pas d'exemption spéciale pour. En tout cas, c'est une histoire, je pense, de formulaire pas rempli. C'est ça, de la paperasse pas remplie. Mais ça reste que Garoppolo va devoir manquer 2 matchs. Et de toute façon, il n'allait pas revenir avec les Raiders. C'est sûr et certain que ce gars-là va devenir joueur autonome, va être officiellement libéré dans les prochaines heures, si c'est pas déjà fait en ce moment. Juste pas annoncé encore. Mais Garoppolo, c'est sûr et certain que ça va se faire. Aiden O'Connell a pris sa job de partant avec les Raiders et tout. J'ai hâte de voir où Garoppolo va aboutir parce que je pense quand même que comme deuxième carrière dans la NFL, tu peux faire pire que Jimmy Garoppolo. Mais j'avoue que en même temps, non mais signer un carrière backup pour qu'il manque les 2 premiers matchs, je sais pas, je me sens que j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le. Je viens de penser à quelque chose. Mais peut-être que Garoppolo va signer à semaine 3 aussi. C'est juste ça qui va arriver. Mio, qui tu prendras entre Jimmy Garoppolo et Ryan Tannehill à Pittsburgh? Tu sais, vous avez déjà vu ça, Les Incroyables, hein? J'imagine, j'espère. Juste le premier. Ben oui, le premier, tu sais, quand il devant l'ordinateur, puis là, tout commence à se révéler devant ses yeux, là. Ça, c'est moi en ce moment, là. Je suis en train de réaliser qu'en ce moment, on a un gros bordel à la position de carrière. Encore une fois, je viens de m'en rappeler, là, chez les Steelers, là. Puis là, tu commences à mentionner... Mais quand même, Mitch Trubisky qui a quand même été release pour faire de la place bientôt à Ryan Tannehill. Non. Je préfère tellement pas y penser. Hey, je viens de réaliser ça, puis je me dis, fuck. Hey, attends un peu, non, s'il vous plaît. Tout sauf les Steelers, s'il vous plaît, c'est la seule chose que je demande pas. J'ai tellement hâte au tweet de Ian Rappaport, genre mardi, genre 11h15, qui dit genre Jimmy Garoppolo has been released by the Raiders and is now gonna sign with the Pittsburgh Steelers. Ça va être glorieux. Félix, si ça arrive, s'amuser. Non, mais si ça arrive, je vous le dis tout de suite, OK? Dimanche prochain, on commence le show. Je vais parler pendant 15 minutes juste de Garoppolo. Puis Mio, je vous dis, il va broyer à la fin de mon 15 minutes. C'est sûr et certain. Il va pas c'est sûr et certain qu'il broye à la fin. Il va écouter, puis il va enjoy every second of it. Toi, oui, Mio va broyer parce qu'il va réaliser que ses 3 options comme carrière, c'est Kenny Pickett, Mason Rudolph, puis Jimmy Garoppolo. Ça, tu vois, ça peut te casser un homme. Toutes mes excuses, Mio, je vais te dire en tout respect, mais je te fais broyer pendant 15 minutes si ça arrive. Si ça arrive, George Pickens puis Najee Harris peuvent dire goodbye, on s'en va ailleurs. On va perdre nos 2 meilleures armes offensives, encore jeunes, mais no. Puis tu sais quoi le pire, Mio, dans toute cette histoire-là, c'est que même dans ce scénario-là, check bien les Steelers avoir genre une fiche de 9-8 l'année prochaine. 9-8. Ah ben oui, c'est le standard et le standard. Le standard est là. Le standard, c'est le standard. C'est la culture, c'est ça chez les Steelers. Dans d'autres nouvelles cette semaine dans la NFL, les Chiefs de Kansas City se sont assurés de garder les services de Steve Spagnuolo qui a fait de l'excellent travail avec la défensive. Une fois de plus, lors du dernier Super Bowl, absolument rien à dire. La défensive de Kansas City étant ce qu'elle a été toute la saison,
ils se seraient pas rendus au Super Bowl si ce n'était de cette défense-là. On en a jasé en long et en large tout au long de la saison. C'est juste le fun parce que ça vient comme dans la continuité du speech de Travis Kelce après la victoire. Tu sais, il disait « We run it back, Andy Reid va être encore là, je vais être encore là, Steve Spagnuolo va être là. » Fait l'étoile de la mort, le Death Star des Chiefs de Kansas City ne mourra pas l'année prochaine. Moi, je vous le dis. J'ai envie de Star Wars, là. J'ai envie de dire, parce que, tu sais, on parlait beaucoup, la semaine passée, on était avec Producer Ali, puis on parlait un peu de Chris Jones puis de L'Jarius Sneed, qui sont les deux gros noms qu'il fallait signer. Steve Spagnuolo est peut-être pas plus important que Chris Jones puis L'Jarius Sneed, mais Seigneur, s'il est pas plus important, il est vraiment pas loin. Sérieusement, ça a été 3 gars tellement importants dans cette défense-là, puis de garder Steve Spagnuolo, qui est honnêtement peut-être un des meilleurs coordonnateurs défensifs de la ligue, le garder en ville quand, sérieusement, il y a des équipes qui auraient pu faire de l'œil. Je sais que tous les postes de coach étaient pris cette année, mais sérieusement, Spagnuolo aurait pu être un maudit bon candidat pour une équipe qui cherche un coach, puis c'est une bonne nouvelle pour les Chiefs de s'assurer de garder Spagnuolo, qui fait des miracles avec cette défense-là. Tu prends des gars, puis il les transforme, il les moule pour être une défense monstrueuse. On l'a vu au Super Bowl, on l'a vu toute la saison. Bravo aux Chiefs de s'assurer de garder les services d'un des meilleurs de la business en ville. Définitivement. Hey, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, en ce moment, c'est le match des étoiles de la NBA. Nikola Jokic a fait un alley-oop, mesdames et messieurs, mais pas en tant que passeur. C'est Luka Doncic qui a servi une passe. Je pense que Jokic a sauté de peut-être 2 pouces. Je vous confirme qu'il n'a pas dunké, mais il a fait un lay-up. Hey, c'est l'heure de parler du film White Man Can Jump ou pas encore? Non, absolument pas. Mais c'est l'heure du perron d'église, par contre, parce que on a 3 belles petites questions, prédictions, take pour vous autres. Bon, ben, à commencer par Mr. Vachon, Mathieu Vachon, qui a 2 trucs pour nous cette semaine. À commencer, une petite prédiction. Je me sens presque mal de le dire. Austin Matthews. Austin Matthews qui, honnêtement... Comment tu l'as dit? Austin Matthews? J'ai-tu dit genre Matthews? Je sais pas. J'ai compris Austin. J'ai vraiment rien compris du prénom. Je sais pas, j'ai peut-être développé un lisp. L'administration universitaire, les gens. Non, écoute, je ressors d'un projet de 12 pages où j'ai yap en maudit, là, fait que parle-moi pas de ça en ce moment. Ouais, mais ça, c'est typique d'un projet de cégep comme à l'UQAM, ça, là. C'est normal. Ça, c'est l'insécurité. Ça, c'est l'insécurité. M'a commencé à jump le gun sur vous autres, commencé à parler contre mon école, là. Mais toujours est-il, Austin Matthews qui, honnêtement, mis à part si c'est pas un miracle qui arrive, qui se blesse, c'est qu'un autre joueur dans la compétition réussit à aller marquer 30 buts d'ici la fin de la saison, Austin Matthews va remporter le trophée Maurice Richard. Là. Je pense même pas que c'est une question. Là, la question, c'est pas non plus de comment ou whatever, de quand ça va être. C'est vraiment combien de buts est-ce qu'il va marquer. Beaucoup parlaient de peut-être le 70, parce que c'est franchement possible. Mathieu Vachon est arrivé avec la réalisation que non, ça va être 69 buts. Nice! Puis il y a juste vous deux, mes estis qui sont en train de rire en ce moment. Parce que vous avez entendu le nombre de 69. C'est la prédiction la plus triple menace. C'est genre, tu peux pas être plus troll pis meme que ça, que juste caler 69 buts. Par contre, il est sur un pace de 75, c'est tout à fait possible. Moi, je dis... C'est pas 74? C'est pas 74, j'ai vu? Ben, en fait, 74-75, et je me c'est ça, il y a quelque chose entre les deux, ça. Ouais. Okay. Mais écoute, il est projected pour 75 buts, 36 passes. Ça, c'est probablement la meilleure stat. Ça, c'est Cy Young worthy fois 1 million, ça, cette affaire-là. Moi, écoute, le 69 buts, je pense que ça va être plus. Je pense qu'Austin Matthews va être le premier en 30 ans à marquer 70 buts en une saison. Il est tellement à un autre niveau de marqueur, c'est incroyable. Puis c'est même pas difficile, tout rentre tellement facilement pour lui, puis il est vraiment à un autre niveau. Puis je pense que rendu là, la question que je me pose, c'est admettons que là, le portrait actuel se poursuit, que Nathan McKinnon reste avec sa grosse saison, Nikita Kucherov continue sa grosse saison aussi, puis que Matthews atteigne 70 buts.
qui gagne le trophée Hart rendu là. Là, ça va être un maudit bon débat. Pas comme les années passées où est-ce que tu le donnes à McDavid, c'est fini, on n'en parle plus. Là, t'as Matthews à 70 buts, mais t'as des gars comme McKinnon qui arrivent à 140, 150 points. Tu fais quoi avec ça? Ça va être vraiment, vraiment le fun. Je pense que ce débat-là va surtout dépendre de où est-ce que les Leafs vont finir dans la division. Oui. Si ça finit wildcard ou troisième, je pense que ça sera pas assez. Je pense que... Hey, 70 buts pis c'est pas assez, c'est fou. Là. Ah non, c'est what a strange world to live in là, en ce moment-là. C'est incroyable. Mais j'ai tellement hâte quand il va jouer contre le Canadien puis il va genre scorer 5 buts parce qu'il en fait tout le temps 2 par game contre Montréal. Même si son lit de mort, il en ferait 3 contre Montréal à chaque fois. C'est ça le pire. Je suis à peine salty. Oui, je suis à peine salty. Vous pouvez le deviner. Ce qui est quand même extrêmement drôle sur Austin Matthews, peut-être un petit fun fact. Là, en ce moment, on est en plein tournoi Pee-Wee de Québec, du côté de la vieille capitale. Saviez-vous que Austin Matthews a joué pour une équipe de l'Ukraine au tournoi Pee-Wee de Québec? Oui. Je sais qu'il avait joué professionnel au lieu de jouer Suisse, collégial en Suisse, Suisse, mais je savais pas qu'il avait joué équipe de Pee-Wee pour une équipe de l'Ukraine. Il a joué pour une équipe de l'Ukraine au tournoi Pee-Wee de Québec en genre 2009-2010. Genre. Demandez-moi pas pourquoi il s'est ramassé là, mais il a joué pour une équipe de l'Ukraine. Si, j'aime ça. Hey, un Ukrainien qui va en scorer 74 cette année. Wow. On aura tout vu. On enchaîne avec la deuxième question de Matthew. Celle-là, ça me fait plaisir de la demander, puis c'est extrêmement bon parce que on en a parlé la semaine dernière, mais Juraj Slafkovský, j'ai de la misère avec mes les noms sont pas faciles. Hein? Non, Slafkovský, pardon. Non, pas pour mi-session. C'est vraiment démarqué dans les dernières semaines comme vraiment ce troisième joueur pour compléter le trio avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, au point même où Matthew demande à long terme, est-ce que Juraj Slafkovský marquera plus de buts par saison que Cole Caulfield? J'adore ça. J'adore cette question. J'adore ça. J'aimerais ça me lancer en premier là-dessus parce que... Mathieu, écoute, on est des chums depuis plus de 10 ans. On s'est connus au cégep, mais ça... Non, mais je vais me lancer là-dessus parce que... Celle-là, je la donne. Elle est excellente. Pour vrai, personnellement, je pense que oui. C'est très possible que Juraj Slafkovský en marque plus que Cole Caulfield. Puis, c'est pas nécessairement dans le talent que Juraj Slafkovský a, mais c'est aussi maintenant de la façon que tous les autres joueurs sont utilisés maintenant sur la glace. Nick Suzuki a quand même plus de buts cette saison que Cole Caulfield. Cole Caulfield est quand même reconnu plus comme étant un marqueur de buts. C'est un peu comme, on va faire un parallèle avec la NBA, qu'on parle que LeBron James, c'est un pass-first guy. Un peu comme Nick Suzuki, c'est un pass-first guy. Ça n'enlève pas que c'est un gars qui peut en marquer des points. Maintenant, puis on parle beaucoup maintenant de l'avantage numérique du Canadien parce que tu peux compter sur Slafkovský maintenant du côté droit. C'est le même rôle qui était attribué à Cole Caulfield plus tôt dans sa carrière. C'était à gauche, c'était d'attendre le one-timer, un peu comme Alex Ovechkin a fait toute sa carrière. Mais le seul problème, c'est que les Canadiens n'avaient qu'à se fier à ça pour marquer des buts lors de l'avantage numérique et les autres équipes étaient prêtes pour ça. Rendu au point même où Caulfield ne joue plus réellement sur le cercle gauche, mais se retrouve très souvent à côté du gardien pour servir comme une autre option de passeur pour quelqu'un d'autre qui veut se rapprocher. Maintenant, le bonus, c'est que de l'autre côté, tu as Juraj Slafkovský qui est à ce spot sur le one-timer, puis on a vu à quel point... De l'autre côté. Exactement, parce qu'il est gaucher, bien sûr. Ouais. On peut voir à quel point il peut le décocher, le lancer frappé sur un tir sur réception, un lancer frappé. Fait que c'est pas... je vais jamais rien dire ça pour rien enlever à Caulfield, vraiment, là, mais Slafkovský profite quand même d'une situation où il peut faire ce que Caulfield fait ou a fait très tôt dans sa carrière, puis Caulfield va servir très probablement d'un leurre ou d'une distraction pour que Slafkovský soit sur une île déserte, prêt à recevoir une passe et un lancer frappé. Et inversement aussi, je pense que Juraj Slafkovský, en diversifiant justement cet avantage numérique-là, si vous allez sur Twitter, le Habs Twitter était absolument furieux envers Mike Matheson parce qu'il passait jamais la rondelle à Juraj Slafkovský en avantage numérique. Ça en était extrêmement
extrêmement drôle. Mais là, maintenant qu'il fait la passe, regardez ce qui se fait présentement. Mais je pense que du côté Juraj Slafkovský, on va peut-être aller chercher le même nombre de buts, mais la façon ne sera pas la même. Juraj Slafkovský, ça reste quand même un gros bonhomme qui va aller ramasser les vidanges en avant du net. Puis Cole Caulfield, c'est peut-être un gars qui va peut-être juste jouer plus en périphérie. Tir du poignet extrêmement précis comme on le connaît. Tu sais, je ne pense pas que dire que Slafkovský, s'il score plus que Cole Caulfield, enlève de la valeur à Cole Caulfield éventuellement. Ça va juste être bonifié pour le Canadien de Montréal. Et Dieu sait que en jouant avec Nick Suzuki, si tu es un élite de Nick Suzuki, tu vas scorer either way. Fait que rendu là, tu as juste à mettre ton bâton à terre puis la puck va te trouver puis le fond du filet aussi éventuellement. Là. Ce que je veux dire sur la question personnellement, je pense qu'en ce moment, Cole Caulfield a une saison un peu pas exactement celle qu'on s'attendait. Il a quand même une bonne saison, mais marque moins que ce qu'on a vu dans les dernières années et tout. Moi, je continue de penser que l'opération qu'il a subie à l'épaule, je m'attendais à ce que cette année soit un petit peu plus difficile pour lui, qu'on le revoit vraiment plus à 100% de son tir l'an prochain, qu'on le revoit marquer plus de buts l'an prochain. Caulfield, on le voit cette année, continue d'avoir un bon tir et tout, mais il y a des moments où c'est des séquences où c'est plus difficile. Je pense qu'il va toujours être un peu ce joueur de séquence-là qui va faire des points et tout, mais va marquer plus selon des séquences. Mm-hmm. Tandis que Slav, je pense qu'on a un gars qui est peut-être un petit peu plus constant à ce niveau-là. Encore là, l'échantillon est mince. On a quelques semaines, quelques mois maintenant sur Slav comme étant un vrai bon joueur de premier trio. Je pense que les deux vont être solides, mais je pense qu'au final, Slav va être peut-être un meilleur joueur, un joueur plus complet, un joueur plus essentiel à cette attaque-là. Mais je vois Caulfield quand même comme le meilleur buteur des deux. Mais je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'espace entre les deux, la différence entre les deux va être beaucoup moins grande que ce qu'on aurait pu le penser au début de l'année. Et juste le fait que ce soit une question, encore là, ça démontre que Slav a vraiment, vraiment émergé depuis une couple de semaines. Et bravo à Juraj pour ça, d'avoir enfin trouvé son tir, trouvé sa game, comme dirait Martin Saint-Louis. Sa game dans la game, pour être plus précis. Oui, il a amené sa game dans la game. Puis même, justement, son jeu en tant que passeur, c'était totalement incroyable. C'était dans le match contre les Ducks. La rondelle qui fait juste tomber devant Slafkovský. Puis au lieu de juste essayer de la varger dans le but comme... Je suis pas mal sûr, vous et moi, on aurait réussi à repérer Suzuki de l'autre côté pour trouver justement une cage vacante. On va passer ensuite à la prochaine question. Celle-ci nous vient, ou du moins comment je pourrais dire ça, le take bouillant qui nous provient du bossman lui-même, Liam Hood, qu'on a reçu il y a quelques semaines sur l'émission, qui dit que... Puis ça, Félix a fait référence à ça. Jaylen Brown devrait absolument, quoi que ça coûte, être banni des compétitions, lors du match des étoiles de la NBA, et comme quoi le concours de dunk est truqué et rigged en anglais. Mais écoute, je vais revenir un peu à ce que je disais tantôt. Moi, je pense encore que la NBA voulait bien faire paraître le All-Star qui était venu à cette compétition-là. On veut que les gros noms soient là. On veut aller chercher des Anthony Edwards, des Ja Morant, tous ces gars-là. Je pense que c'est pour ça qu'on a peut-être boosté, on a incité les juges à donner des bonnes notes et tout, tu sais. Le concours de dunk est peut-être truqué. Je pense que ça reste tellement subjectif et tout, mais Jaylen Brown, il arriverait vraiment à faire un lay-up, puis il aurait eu 50, c'était pathétique à quel point c'était... Il y a même des dunks qui n'ont pas été montrés. Jacob Toppin, sérieusement, est-ce que quelqu'un a... Il a mieux dunké, on l'a juste pas vu. Puis je pense en effet que la Ligue voulait mettre les projecteurs sur Jaylen Brown et tout. Et je pense que ça a vraiment été influencé justement par le fait qu'on veut que les All-Stars suivent sa trace et viennent le suivre éventuellement en participant au concours pour essayer de redynamiser un peu ce concours. Éventuellement, c'est le white boy le plus populaire de la NBA, not named Tyler Hero, qui a gagné. Fait que... petite mention aussi là-dessus, la dernière fois qu'un All-Star a remporté le concours de dunk, c'était John Wall en 2014. Fait que justement, c'est pour ça à quel point on remonte... T'avais quel âge, Mio, en 2014? Ah, moi, j'avais 14 ans. moi, je suis depuis l'année 2000. Fait que moi, c'est très facile de garder le fil avec mon âge. Dernière question. Moi, j'étais en maternelle en 2000. Je fais juste te dire, moi, j'étais en maternelle en 2000. Non, j'étais un bébé, moi.
Dernière question nous provient de Producer Oli qu'on a eu la semaine dernière sur le pod. On a besoin de 2 questions. C'est vraiment nos way too early NFL predictions, donc nos prédictions pour la prochaine saison de la NFL qui sont bien sûr beaucoup trop tôt, mais c'est ça qui est comique avec l'exercice, qui on voit remporter le Super Bowl et qui on voit gagner le MVP. Je vais lancer le bal là-dessus. Pour ce qui est de l'équipe qui va gagner le Super Bowl, j'ai peut-être une mention way too early, peut-être très scandaleuse, considérant comment leur saison s'est terminée. Et l'autre, c'est une mention honorable, mais comme je vais garder un œil de très près. Et ça, je l'avais teasé aux gars ici avant le début de l'émission. Ce sont des équipes de la même division. Et je nomme les Lions de Détroit comme mon équipe qui va remporter le Super Bowl 59. Et on voit la tête à Félix parce que Félix est encore sur le cœur, justement, comment l'erreur de Dan Campbell en fin de match, pas en fin de match, mais dans le match pour sa conversion de 3 points. Félix a encore sur le cœur. Puis l'autre équipe que je vais garder, que je vais regarder de près, ça va être les Packers de Green Bay. J'aime ça. J'aime les Packers, on ne s'attendait pas à ce qu'ils se retrouvent là. Ils étaient à pas grand-chose d'une participation au match final de la NFC. Ça leur été un dog crunchy match NFC entre les Packers et les Lions. Ça aurait été... Je me serais rubbé les mains. Là, le Midwest américain aurait pogné en feu. Ce qui est quand même une bonne chose parce que rendu au mois de janvier, il fait moins 35 sans le facteur éolien. Donc, ça aurait peut-être pas été une mauvaise chose que le Midwest américain pogne en feu. Non, mais t'imagines ça si les Packers avaient l'avantage du terrain puis ça se serait donné à Green Bay? The Frozen Tundra. Ça aurait été majestueux. Et Producer Early nous a quand même demandé aussi notre MVP. Moi, j'ai dit, on va se réessayer avec un joueur qui n'est pas un carrière, puis je pense que je vais dire ça jusqu'à ce que ça arrive pour de vrai. Félix, tu vas être content de moi? Puka Nacua. Wow! Puka Nacua pour mon MVP l'année prochaine. Puis je dis pas seulement ça parce qu'on l'a vu... Parce qu'on l'a vu en fin de semaine jouer au match des célébrités, puis j'ai sous-estimé à quel point ce gars-là est athlétique aussi. Incroyable. C'est spicy Mio. J'aime ça. Moi, j'aurais pas osé. J'aime ça. Je suis un peu curieux d'entendre ce que vous avez. Ouais. Je vais rebondir un peu là-dessus. C'est de bonheur, puis... Le choix facile, ce serait les Chiefs, parce que moi, c'est une affaire que j'ai appris dans les derniers mois, tu ne paries jamais contre les Chiefs. Mais je vais y aller aussi avec peut-être plus osé, quelque chose de plus osé. Tu parlais du MVP Puka Nacua. Je suis sur le wagon des Rams depuis ce temps-là, et je pense que on a vu cette année quand cette équipe-là, quand Matthew Stafford est en santé, quand Cooper Kupp est en santé, quand Aaron Donald est en santé, et là, les jeunes s'en viennent. On a enfin un choix de première ronde pour la première fois depuis l'an 40 à peu près avec les Rams. Je trouve qu'il y a une fondation qui est solide. Il y a des trucs, il y a beaucoup de questions, il y a des trois comblés. Cette équipe-là n'est pas supposée être aussi bonne, mais Sean McVay est un maître et j'ai de la misère à prendre contre eux. Je pense que peut-être les Texans sont à surveiller aussi parce que CJ Stroud est incroyable aussi. Pour mon MVP, ça c'est vraiment une bonne question, le MVP. Tu parlais des Packers, je vais rebondir encore sur une des prédictions. Jordan Love a tellement eu une bonne saison, une bonne première saison comme partant, et les jeunes receveurs des Packers vont continuer de prendre du galon. On a encore Aaron Jones et J. Dillon qui vont nous faire un bon jeu au sol. Il y a des bons éléments dans cette attaque-là à Green Bay. Les jeunes vont continuer de s'améliorer. On peut peut-être ajouter une autre arme à un groupe de receveurs, un groupe de porteurs de ballon qui est déjà solide. J'aime l'idée de voir Jordan Love qui a été tellement dominant en deuxième moitié de saison. Peut-être justement aller connaître une saison de MVP. Et Matthew Stafford qui peut-être, si les Rams ont vraiment la saison que je pense qu'ils sont capables de connaître, peut-être que Matthew Stafford va enfin avoir la justice d'avoir un titre de MVP. Cruellement sous-estimé cette saison, Matthew Stafford, et je pense que ce serait quand même bien mérité pour un gars qui a eu une carrière dans l'ensemble qui est assez sous-estimée dans la NFL. Hop. Comment vous voulez ça? Voulez-vous... Quel est votre niveau de spiciness et de scandale? Voulez-vous un peu moyen ou très scandaleux? Si tu m'envoies ça très scandaleux, j'aime ça.
OK. Le plus scandaleux que tu peux. Voulez-vous le très scandaleux? OK, ouais. J'aime je ça. ne pense pas vraiment. C'est juste pour un effet de spectacle, juste pour rendre ça hyper scandaleux. Mais donnez-moi MVP Aaron Rodgers l'année prochaine. Dieu, ça- Il est parti. Aaron Rodgers, MVP l'année prochaine. Let's go! Hey, je me suis levé. Vous voyez mes pantalons de pyjama que je porte. Shout-out Charlotte qui m'a acheté ça pour la Saint-Valentin. Aaron Rodgers. Écoute, Hey, je veux juste rendre ça le plus scandaleux possible. Moi, je veux juste rendre ça pour le entertainment de la chose, de rendre ça le plus scandaleux possible. Hey, moi, je me suis dit peut-être que tu vas y aller avec quelque chose de, je sais pas, de drôle comme Daniel Jones parce que t'es le seul. T'es la seule personne sur sa planète. J'arrive tellement pas ça, j'y ai même pas pensé. Parce que t'es la seule personne sur cette planète qui n'habite pas à New York qui aime Daniel Jones. Qui va le hype jusqu'à la fin des temps. Et tu décides d'y aller avec Aaron Rodgers qui a littéralement joué 3 snaps en 2023. Puis sur Écoute, le 3e snap... Attends un peu, laisse-moi... Non, là, tu vas me laisser. Sur le 3e snap de la joute, c'est bizarre, mais c'est comme si... Sur 3 snaps de football, il y a eu 4 snaps au total parce que le 4e snap, c'était son tendon d'Achille parce qu'il n'y a rien collé avec les Jets. Bars. Puis là, t'oses dire qu'il va être MVP. Le gars, il pourrait penser à être grand-père bientôt, là. Il est presque rendu Brett Favre, c'est juste qu'on sait pas encore s'il a volé des millions de dollars à une fondation, tu sais. Écoute, mais imagine le script de la NFL qui serait totalement incroyable que Aaron Rodgers connaît une bonne saison, tu sais. Rien de vraiment comme son prime l'était avant, mais mène les Jets de New York en série. Je veux dire, peut-être. Écoute, je veux rendre ça le plus scandaleux possible. Je pense avoir réussi. Mais si je veux être un petit peu plus rationnel, si on peut dire ça comme ça. S'il te plaît. On a beaucoup parlé de CJ Stroud pour sa saison recrue. Moi, je crois que le sophomore slump va risquer de frapper CJ Stroud. Ça ne sera pas une mauvaise saison, mais ça ne sera pas assez pour une campagne MVP parce que l'année prochaine, là, on va avoir des attentes chez les Texans. J'ai hâte de voir comment on va gérer ces attentes, gérer cette pression-là. Et peut-être, ça peut arriver qu'il y ait des blessés aussi. Fait que j'ai pas envie d'embarquer pour le MVP pour CJ Stroud l'année prochaine, mais je vais y aller avec 2 choix. Dépendamment de quel niveau de spiciness vous voulez. Peut-être Brock Purdy, l'année prochaine, je pense que ça pourrait être l'année prochaine où il va essayer de battre les allégations de carrière, de game manager qui est juste super bien entouré. Ou un Joe Burrow. Joe Burrow, je serais... Ok, je te jure, j'ai vraiment pensé nommer Joe Burrow parce que je trouve qu'il y a des choses scandaleuses qui se disent sur Joe Burrow depuis une couple de mois. Ce gars-là est encore en santé, un des 3 meilleurs carrières de la NFL et je trouve ça scandaleux ce qui se dit sur lui. Et j'adore que tu me dises Joe Burrow, j'ai vraiment pensé le nommer. J'ai voulu y aller avec quelque chose de peu plus épicé avec Jordan Love. Mais merci de mettre un peu de respect sur Joe Burrow. Yo, je sais que t'en mettras pas parce que tu l'aimes pas. Non, attends merci d'avoir mis du attends respect sur le nom de Joe Burrow. Attends un peu. Juste avant que Pop, tu te lances sur ton gagnant du Super Bowl, j'ai jasé cette semaine aux boys que là, tu sais, on est tanné des Chiefs de Kansas City. Puis même moi, en tant que fan des Steelers, je vais l'admettre. Il y a juste une personne qui peut mettre fin à ça. Il y a juste un corps arrière dans la NFL qui peut mettre fin à la dynastie des Chiefs de Kansas City. Qui peut... Oui, je sais, ils ont perdu. Il y a 2 ans de ça, Burrowhead, my ass, on l'a entendu, on l'a vu. Mais toujours est-il que Joe Burrow face aux Chiefs de Kansas City est 3-1. Ce qui inclut les séries éliminatoires et ce qui leur a permis de se rendre au Super Bowl. Je sais que je suis fan des Steelers, mais dans un monde dans lequel c'est fort probable, plus probable que les Bengals se rendent loin en séries éliminatoires que les Steelers, il y a juste Joe Burrow qui peut être mon anti-héros. Le anti-héros de la NFL pour une organisation comme celle des Bengals de Cincinnati et mettre fin. Excuse-moi, anti-héros, tu viens de faire une référence à Taylor Swift à cause des Chiefs ou c'était pas prévu ou... Quoi? La chanson anti-héros. Félix! J'écoute pas Taylor Swift!
Écoute, peut-être, hein, je sais pas. Je connais 22, je connais Trouble, je connais We Are Never Getting Trouble, Back c'est- Together. C'est même pas le vrai titre de la tune en plus. C'est pas Hey, ça! c'est comme me dire, hey, j'adore la chanson de police. Tu sais, celle qui s'appelle Bottle, là? Vraiment incroyable. C'est vraiment la même affaire que ça. Si c'est pas une assez grande preuve que je suis pas que j'écoute pas Taylor Swift. Ok, on dérive du sujet pop qui gagne le Super Bowl. Vainqueur du Super Bowl. Ça va. Je pense pas qu'il va y avoir un chiffre de dynamique. Je pense que ça va se dessiner entre les 4 mêmes équipes. San Francisco, Buffalo, Kansas City. Je vais essayer d'éviter ces 3-là. Puis essayer de voir un peu plus loin quelle équipe qui pourrait essayer. Est-ce que les Ravens pourront enfin un jour battre les allégations comme quoi Lamar Jackson n'est jamais performant en séries éliminatoires? J'en doute. Les Rams de LA, si tout le monde est en santé, ça peut être une option. Est-ce que les Eagles ont quoi ce qu'il faut pour revenir à l'état de juggernaut qu'ils étaient en début de saison? Pas vraiment. Les Cowboys de Dallas... I mean, la liste est longue comme mon bras de pas croire aux Cowboys de Dallas. Tu peux y aller pas, je peux vraiment... dire Kansas City. Hein. Écoute, je vais essayer peut-être Miami. Je vais peut-être essayer de voir Miami s'ils peuvent réussir à refaire un peu leur défense, d'améliorer leur jeu défensif. Avec le génie offensif de Mike McDaniels, je pense qu'il y a de quoi travailler. Il y a de quoi travailler. Est-ce qu'on est déjà prêt pour une parade dans le sud de la Floride? Pas du tout. Mais il y a de quoi travailler avec ça. Je vous invite à la maison à participer au même exercice que nous et à partager avec nous justement quelles sont vos prédictions way too early, beaucoup trop tôt de la prochaine saison de la NFL. Rejoignez-moi sur le hashtag Aaron Rodgers MVP 2024. Comme ça, vous pourrez dire à tout le monde que vous l'aurez dit avant tout le monde. On crée un mouvement sur les médias sociaux. J'ai montré au monde entier mon pyjama de Snoopy avec des cœurs parce que tu as osé dire que Aaron Rodgers allait être MVP la saison prochaine. Et meanwhile, les deux, vous êtes foutus de ma gueule, crampés, pendant que moi, j'étais complètement choqué. Attends, veux-tu être encore plus choqué de ça? Ryan Tannehill MVP 2024. Avec les Steelers, ça va être avec les Steelers, ça va être incroyable. Si ça arrive, là, des choses vont arriver. Ça, puis circa Emilio 2024, si ça arrive, des choses vont arriver. Ça, c'est on ne sait pas quoi, mais ils vont avoir des choses. Les choses vont arriver s'il y a des choses qui arrivent. Oh boy, c'est grand temps, je pense, qu'on mette fin à ça. Merci tout le monde d'avoir participé à cette édition de la triple menace du 19 février 2024. On rappelle quand même que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, X, Facebook, la page Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong. On vous invite quand même à regarder ce qui se passe dans les prochaines semaines au niveau du sport. Surtout, je dirais qu'en entraînement au baseball, parce que pour le restant des choses, on a la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey qui approche toujours à grands pas. Mais à part de ça, on est dans les dog days, les boys. On est dans les moments plates des saisons. Mais c'est sûr qu'on va toujours avoir quelque chose. Mais le soleil commence à se coucher un petit peu plus tard. Le printemps s'en vient. Et le temps qu'on le dise, on va être en séries éliminatoires dans le hockey, dans le basketball, puis la MLB va être recommencée. Ça va être extra comme moment de l'année, mais que avril hit, là, ça va être excellent. Est-ce que je fais une petite parenthèse, puis moi je te laisse finir après, là, mais Pop qui dit que c'est pas très grave parce qu'au moins les journées rallongent puis tout, je pense que ça trahit officiellement son âge comme étant le plus vieux du podcast, puis c'est même pas particulièrement... Non. Je t'explique, ça trahit plus le fait aussi que je vis en Abitibi qui est plus au nord que vous autres, donc ce qui fait en sorte que le soleil se couche plus tôt et plus tard durant l'année. Fait que ça fait juste trahir le fait que je reste en Abitibi aussi. Sur ça, vous pouvez nous rejoindre sur vos podcasts de balado, vos plateformes.
J'ai tellement dans le coucher sur vos plateformes de balado préférées, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou même voir nos belles têtes sur YouTube. Aussi, réseaux sociaux TikTok et Instagram, vous pouvez retrouver vos moments préférés de la semaine et les segments les plus scandaleux, comme ce que Pop vient de dire. Sur ça, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.